Bien, je vous remercie de votre fidélité. Et je vois de nouveaux visages, ce qui ne peut que nous réjouir. Je salue leur témérité, n'est-ce pas, et leur prise de risque. Je dis ça parce qu'on va voir un texte où il est question. Vous savez j'ai dit cette année qu'on parlerait pas mal du langage, de la parole qualifiée par le poète Hölderlin comme le plus périlleux des biens, et à l'homme donné. Donc, je suis bien content qu'on se retrouve pour cette deuxième séance de la rentrée. Et alors, pour ceux qui s'inquiètent un peu de mes détours, souvent à juste titre, mais vous savez que c'est des détours en spirale, c'est des détours pour tourner autour, hein, pour rester au centre. Je m'y efforce en tout cas, hein, même si je gâtise un peu des fois et j'oublie un petit peu. Des fois, je fais des détours sans retour et sans recours. Mais quand même, là, j'avais quand même dit à la première séance de cette rentrée qu'on va pouvoir creuser, entrer dans le détail et devenir plus concret sur ce qu'on a vu un petit peu à marche forcée l'année dernière, d'une manière plus abstraite et plus générale. Donc, en rentrant dans le concret, on est plus précis et surtout c'est plus engageant dans tous les sens du terme, y compris dans le sens séduisant. Et j'avais dit qu'on parlerait beaucoup des problématiques liées au langage, qui est au carrefour de beaucoup de problématiques philosophiques cette année, premièrement. Et puis, autre thème qui apparemment est sans rapport avec le précédent. J'avais cité cet aphorisme du jeune Hegel qui avait mis sur son carnet intime, sur son journal. Tu ne pourras jamais être plus que ton temps, mais au mieux, tu seras ton temps. Expression qui est devenue célèbre et que Hegel reprendra à la fin de sa vie dans la préface à son dernier ouvrage qui est son testament politique, Les principes de la philosophie du droit, où il dit que chacun est le fils de son temps en philosophie. C'est-à-dire qu'un philosophe, quand il croit penser l'avenir ou le passé ou les origines de l'humanité, du monde, du cosmos, de ce que vous voulez, de l'être, en fait, ne fait que refléter son présent historique, sans même s'en apercevoir des fois. Donc, comme si le présent historique était un petit peu l'horizon indépassable de la pensée philosophique. Ce qui veut dire que la plupart du temps, nous sommes en deçà, quand nous pensons, de notre présent historique, de la richesse potentielle de réflexion qu'il peut contenir. Donc, deuxième thème qui apparemment est sans rapport avec celui du langage. Et même pour vous montrer que je ne suis pas passé arbitrairement d'un thème à l'autre, en soulevant les deux la dernière fois, et que c'est bien la suite de mon propos, j'ai choisi un texte qui montre bien le lien entre les deux problèmes. Je rappelle, au passage, du point de vue méthode d'approche, que nous avions convenu, enfin, j'avais trouvé, vous étiez d'accord, que c'était un petit peu trop magistral la démarche jusqu'ici, qu'elle s'apparentait un peu à la dissertation, si on devait faire des rapprochements avec les formes d'examen et de concours, et pas assez du commentaire de texte. Voilà, et j'ai dit que cette année, on s'efforcerait de plancher à partir de textes. L'avantage du commentaire de texte, avantage et inconvénient dans tous les genres, hein. L'avantage du commentaire de texte étant qu'on risque au moins de s'égarer du sujet que dans la dissertation, parce qu'on est toujours amené au sujet par le texte, même, c'est déjà... Voilà. Donc, c'est la première mise en œuvre de cette réflexion commune, et j'avais demandé à ce qu'on me fasse des propositions de textes sur lesquels vous voudriez que nous planchions en commun. Je fais une petite parenthèse à l'intérieur de la parenthèse. J'ai vu sur Facebook quelqu'un qui propose une citation de Nietzsche. Il faut avoir beaucoup de chaos en soi pour enfanter d'une étoile. Belle citation. Et il me demandait si on ne pouvait pas réfléchir sur cette phrase-là. Je rappelle qu'on a besoin de texte. Donc donnez-moi une page de Nietzsche, ou une page ou deux, ou voilà, mais pas sur une phrase, pas sur une citation. Hein. Sinon, ce serait la disserte, justement. Hein, on retomberait. Voilà. Donc, je n'ai rien contre cette phrase, mais allez-y. Qu'on me propose un texte de Nietzsche entier, je serais ravi, c'est pas la question. Donc, je referme cette petite parenthèse. Et je vais donc vous proposer, moi, plusieurs textes auxquels j'ai pensé pour que, ensemble, nous convenions par lequel on va commencer. Hein. Et
je compte bien vous en faire la liste tout à l'heure. Mais en attendant, j'ai retenu un texte qui n'est pas un texte de philosophe, exprès pour commencer, pour réfléchir un peu sur l'approche qui va être la nôtre dans l'exercice du commentaire de texte, justement. J'ai choisi un texte poétique, puisqu'il s'agit d'un texte de Baudelaire, qui a l'avantage, donc je reprends maintenant le propos par rapport à la séance précédente, de lier, n'est-ce pas, le thème du langage, de la parole, ce que nous allons voir, ce n'est pas évident en première lecture, et du moins pour ceux qui découvrent le texte, et celui de essayer de penser le présent, l'horizon historique dans lequel nous vivons. J'ai choisi ce texte d'abord parce qu'il est clair. J'ai dit ça parce qu'il y a des thèmes dans ce texte que j'aurais pu trouver chez 1000 auteurs. Je ne dis pas lesquels parce que ce serait anticipé sur la suite du débat. Hein. Mais si, allez, entre autres, par exemple, la difficulté de la transmission, de la communication dans le monde moderne. Bizarrement, alors qu'il n'y a jamais eu autant de moyens, de médias, de supports matériels pour communiquer. Par contre, l'exercice du contenu de la communication n'a jamais été aussi difficile et difficultueux. Jamais eu autant de malentendus, au sens strict, n'est-ce pas, et de paroles qui n'arrivent pas à destination. J'aurais pu en trouver plein. Je pense à un admirable texte de Kafka que je vous recommande, je crois qu'il est sur Wikisource, on peut le trouver sur le net, qui s'appelle « Un message impérial ». Une page, il fait une page ce texte, vous voyez, il n'y a pas de quoi s'effaroucher, hein. Mais bon sang, ça économise 1000 pages de conneries, hein. C'est superbe. C'est extrait je vais très rapidement pour vous situer le texte, un peu pour vous allécher, vous enjoindre de le lire, c'est extrait d'un recueil de Kafka, il y a beaucoup de textes inachevés chez Kafka, la maladie, la tuberculose l'a fait mourir assez jeune, qui s'appelle La muraille de Chine, un recueil de textes assez court. Il est extrait d'un de ceux-là, donc message impérial, Chine, l'empereur de Chine, ouais, c'est rien de très précis, mais voilà, c'est pour situer un petit peu le contexte dans lequel Kafka l'a écrit. Et qui commence par dire que l'empereur est en train d'agoniser et qu'il dicte à un de ses messagers un message. Adressé à qui? À toi, pauvre ombre chétive enfouie dans le plus lointain des lointains. Toi, c'est vous, moi, lui, n'importe quel paysan perdu dans le fond de la Chine, n'est-ce pas, et qui va recevoir un message de l'empereur, des choses invraisemblables qui n'arrivent jamais, n'est-ce pas. Et bien sûr, l'empereur s'adresse à son messager et qui a le signe du soleil sur la poitrine devant lequel tout le monde s'écarte, donc le message va arriver à destination. Vous voyez que la continuité de mon propos. Et il agonise, l'empereur, hein, il fait répéter avec effort que c'est bien ça qu'il avait dit. Voilà, il est soulagé, le message, et le messager s'élance. Hein, ça fait qu'une page de tout ce que je dis. Il s'élance, et donc on pense qu'il va arriver, on va entendre son poing magnifique frapper à ta porte. Mais voilà, d'abord il faut qu'il traverse une salle, le palais impérial, si vous connaissez, la cité interdite, vous avez entendu parler, c'est grand. Et puis il y a des salles, et puis d'autres salles, et puis il y a du monde qui encombre ces salles, et puis une fois qu'on a franchi ces salles, on arrive dans une cour, laquelle masque d'autres cours. Bref, le messager n'arrive jamais à destination. Voilà, et ça se termine par « Et toi, tu es à ta fenêtre et tu attends le message quand vient le soir. » C'est pour montrer que j'avais l'embarras du choix. Il y a 1000 textes comme ça sur l'incommunicabilité dans la modernité. Et je commence par là, par ce thème-là, à la lecture de ce texte, que je vais lire une fois, d'une manière sonore tout de même, hein, parce que, je vous le dis pour ceux qui enseignent, et encore plus pour ceux qui passent les examens, n'est-ce pas, que le simple fait de lire le texte qu'on a à commenter, sans réfléchir, sans commencer à dire je vais commencer par quelle partie, sans commencer à le travailler, simplement le lire au sens sonore du terme dans sa tête, si possible à haute voix, comme faisaient les anciens, de le lire plusieurs fois, j'insiste là-dessus, plusieurs fois, je veux dire au moins plus de 2. Les Grecs avaient le singulier pour 1, le pluriel pour au-delà de 2, et pour 2, le duel. Vous voyez, pour eux 2, c'était pas encore le pluriel. Ils avaient bien raison. Voilà, donc plusieurs fois, 7 fois, je disais à mes élèves, un peu comme ça, je suis symbolique, 7 fois, pour être sûr qu'ils l'avaient lu plusieurs fois. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de difficultés qui s'aplatissent déjà avant même d'avoir réfléchi sur le simple fait d'avoir lu plusieurs fois un texte. Et déjà le nombre de contresens qu'on évite. Parce que c'est le jour de l'examen, on est anxieux, on est en première lecture. Voilà. Donc c'est un conseil que je vous donne. Là, je vais le lire qu'une fois, je vous rassure. Et on va tout de suite, je vais tout de suite enchaîner et reprendre ce problème de la communication
quasi impossible, relié au terme du présent historique que je n'ai pas encore développé dans ce texte. Donc voici, alors c'est extrait des Fleurs du Mal, hein, je tiens à le dire avant, je ne fais pas un commentaire de texte littéraire. On devrait, c'est un texte poétique, hein, mais c'est... Oui, merci, c'est gentil. Je ne fais pas un commentaire de texte littéraire, alors que c'est d'une richesse, ce serait fantastique. On pourrait faire 50 volumes sur l'exploitation littéraire de ce texte, hein, qui a déjà été donné 36 000 fois au niveau scolaire, académique, c'est pas un problème. Hein. Mais enfin, on n'est pas là pour ça. Je voudrais en faire l'exploitation philosophique. Et je n'insiste pas trop maintenant sur la distinction des genres, parce qu'il y en a qui croient encore que quand ils sont en première, que quand ils vont être en terminale, ils vont continuer à faire en philo de la littérature, mais en plus approfondie, hein, alors que ça n'a rien à voir, c'est notre approche. Ni mieux, ni moins bien, c'est pas le sentiment de valeur. La philosophie, c'est pas la littérature en approfondie, c'est autre chose. Et la littérature, c'est pas de la philosophie. Voilà, donc, je vais insister sur cette différence de l'approche littéraire et de l'approche philosophique, une fois que je vous l'aurai lu, qui peut contextualiser tout de même, ce sera plus concret. Donc, voilà, je vous ferai remarquer que c'est un sonnet, c'est important pour la suite, hein, je ne vous dis vraiment que le strict nécessaire à la compréhension philosophique, au bilan philosophique que je voudrais en faire. C'est un sonnet, une des formes les plus courtes, hein, c'est pas une épopée en 3000 vers, hein. Il y en a 14, comme dans tous les sonnets, 2 quatrains, 2 tercets, tercets, on n'est pas au PMU, hein. Pas qu'il y ait une voyelle de trop. 2 quatrains, 2 tercets, 14 vers. 2 fois 7, hein, forme mise au point dès la Renaissance, c'est pas dès la fin du Moyen-Âge. On n'est pas en littérature, je passe. Donc, forme assez courte. Et bonsoir. Et comment je peux retrouver les thèmes philosophiques importants, ceux de la communication difficultueuse et ceux de la pensée du présent historique, en aussi peu de lignes, hein, ben c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc, je vous le lis sans plus de considérant. La cloche fêlée. Il est amer et doux, pendant les nuits d'hiver, d'écouter près du feu qui palpite et qui fume, les souvenirs lointains lentement s'élevèrent. C'est le vers. Ça s'appelle une rime normande, c'est une tolérance. On tire le ER vers pas pour rimer avec hiver. Voilà, ça s'appelle une rime normande. Mais on n'est pas en littérature, donc peu importe. Vous pouvez l'oublier. D'écouter près du feu qui palpite et qui fume, les souvenirs lointains lentement s'élevèrent au bruit des carillons qui chantent dans la brume. Bienheureuse la cloche au gosier vigoureux, qui malgré sa vieillesse alerte et bien portante, jette fidèlement son cri religieux, sinon ça ne fait pas 12 pieds, hein. Excusez-moi, j'insiste, je ne vais pas m'empêcher au niveau strictement littéraire, il ne faut pas massacrer le poème non plus, hein. Un poème, c'est un sens plus de la musique, sinon c'est pas de la poésie, c'est de la prose. Il y a 12 pieds. Donc c'est pas religieux, c'est religieux. Voilà. Donc, bienheureuse la cloche au gosier vigoureux, qui malgré sa vieillesse alerte et bien portante, jette fidèlement son cri religieux, ainsi qu'un vieux soldat qui veille sous la tente. Moi, mon âme est fêlée. Et lorsqu'en ses ennuis, elle veut de ses chants peupler l'air froid des nuits, il arrive souvent que sa voix affaiblie semble le râle épais d'un blessé qu'on oublie au bord d'un lac de sang, sous un grand tas de morts, et qui meurt sans bouger dans d'immenses efforts. Singulier poème, qui commence dans la volupté d'une après-midi d'hiver, dans un genre bien convenu, une sensibilité convenue, qui est exactement ce qu'on a appelé au début du XIXe siècle. Je le dis rapidement, parce que je vous dis que je ne fais pas une exploitation littéraire, mais je rappelle des choses qui gagnent à être connues et à rappeler. La sensibilité romantique, elle est typiquement dans « Il est amer et doux », où il y a une volupté de la mélancolie chez les romantiques. Hein. On est un peu triste, mais c'est une tristesse qui fait du bien, hein, voilà. Hein. Ça avait commencé déjà dès l'époque de Rousseau, où Bernardin de Saint-Pierre, un lecteur de Rousseau, disait, très lucide, qu'à travers sa vitre, quand il fait un temps de chien dehors, c'est agréable de voir qu'il fait un temps de chien dehors alors qu'on a un bon feu dans la cheminée, vous voyez, c'est ambivalent, c'est intéressant. Est-ce qu'on va parler de praxis? Je sais pas. Il en faut quand même des progrès historiques, matériels et économiques pour avoir le feu chez soi, le confort, le chauffage central, et de regarder les intempéries dehors et dire quand même la nature c'est merveilleux. Je parle. Il faut la travailler hein, pour que ça soit merveilleux. Bon. Alors, et oui, je ne peux pas m'empêcher, parce qu'il y a la COP21, j'en ai bavé, alors je me venge. Hein. Bon.
Donc il est améré doux, typiquement romantique. Comment on peut passer en 14 vers, c'est pour ça que j'insistais que c'était un truc court, dans un temps aussi court, poétiquement, de la volupté, de la mélancolie romantique, au cauchemar épouvantable des deux tercets de la fin. Vous vous rendez compte un petit peu, hein? Un blessé qui agonise au bord d'un lac de sang, sous un grand tas de morts, et qui meurt sans bouger, et pourtant il essaye, hein, dans d'immenses efforts. Hein. J'invente rien là. Hein. Je voudrais qu'on se mette d'accord. Je déteste l'interprétation, quelle qu'elle soit, d'un texte. Je fais de l'analyse là. Je ne parle que de ce qui est dans le texte. Si je prends des risques des fois pour le sens, je le corroborerai par d'autres passages de Baudelaire dans Les Fleurs du Mal. Faire ce qu'on appelle de l'intertextualité, si vous voulez frimer un peu en littérature. C'est la meilleure manière d'être rigoureux, pour être sûr de ne pas se tromper. Mais je peux vous garantir, ainsi dans un autre poème, Baudelaire a dit « Ah, ne jamais sortir des nombres et des êtres ». C'est un peu la même chose ici. C'est pas du tout le gars qui est fier d'être à part de la société, d'être original, d'être un poète maudit et je vous embête. Non, je suis poli. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est le contraire. C'est un mec dont le cauchemar, c'est d'être séparé. Il y a les copains, imaginez, bataille de Napoléon, hein, au début du siècle, là, qui est en train d'agoniser après une bataille, là, des tas de blessés, et qui voit l'armée qui s'éloigne, ou le noyé qui voit le bateau s'éloigner, qui est tombé du bastingage. Il y a un admirable texte de Hugo dans Les Misérables, mais d'une beauté, d'une profondeur, n'est-ce pas? Au début, vous savez, quand Jean Valjean se fait pincer par la... quand il a un dilemme, là, pour savoir s'il doit faucher l'argenterie au curé, là. Et il y a un passage qui s'appelle, je vous le recommande, « L'onde et l'ombre ». Ça, c'est du Hugo, hein. L'onde et l'ombre, ça sonne Hugo. Et il imagine un noyé pour illustrer la détresse sociale. Le mec qui est en train de basculer d'une vie à peu près normale économiquement, dans la misère, dans la dèche, dans le chômage, à l'époque, hein, où il n'y avait pas de recours, rien du tout. Hein. Le chômage sans indemnité, sans rien. Ce texte s'appelle « L'onde et l'ombre ». Il compare celui qui est dans la détresse sociale à ce noyé qui voit partir le bateau, qui est en train de tomber. Il n'y a rien, personne pour le récupérer dans l'infini, dans l'océan. Je vous recommande ce texte, « L'onde et l'ombre ». Donc c'est un peu ça ici. J'insiste là-dessus. C'est pas le poète décadent, ravi, qui est dans sa tour d'ivoire, l'art pour l'art. Ça donne des chefs-d'œuvre aussi, je ne suis pas en train d'ironiser. Hein. Mais c'est pas ça du tout. C'est l'inverse. C'est quelqu'un qui déplore justement de ne pas être relié à quoi? Eh bien, regardez les deux quatrains auparavant. À la société de ceux qui vivent selon la bonne cloche. Ceux qui vivent à l'heure. La cloche qui sonne le quart, l'angélus, le matin, n'est-ce pas? Quelquefois le glas, n'est-ce pas? Dans certains moments d'histoire ou de disparition brutale. Voire quelquefois aussi le tocsin. Hein, mais la plupart du temps qui sonne la régularité. Hein, vous vous rendez compte, le quart. Je dis ça parce que j'ai entendu qu'il y avait depuis quelques années, il y en a qui protestent, n'est-ce pas, quand ils sont à la campagne, d'être réveillés par la cloche de l'église du village où ils sont. C'est quand même extraordinaire, les gens de vie. Ils se sont agressés par un merveilleux son de la cloche. C'est bien d'être à la campagne, c'est les heures qui s'égrènent, mais il y en a qui... C'est insupportable, n'est-ce pas? Et ils sont plus écolos que moi, ceux-là, hein, je vous le dis. Hein. Bon, passons. Et donc, vous voyez... Comment on peut passer en 14 vers de « Il est améré doux pendant une nuit d'hiver, d'écouter près du feu qui palpite et qui fume, les souvenirs lointains lentement s'élever au bruit des carillons qui chantent dans la brume. Hey, » Le carillon, il dérange personne, c'est un bonheur. Je sais qu'il y a des ch'tis parmi nous. Carillon, c'est une spécialité des gens du Nord. Vous savez, quand ceux qui ont visité surtout les villes de Belgique, le savent, n'est-ce pas? Là-bas, maintenant, mais... Il y a presque tout le répertoire musical classique qui passe dans les carillons. J'ai entendu presque toute l'ouverture de la flûte enchantée par des carillons à Bruges une fois. Voilà. Et la brume, le Nord, ensemble. Donc vous voyez, bienheureuse la cloche au gosier. Vous me direz, mais quel rapport? Mais il est devenu gâteux, Paganini. Là. Il parle du langage, du temps présent, et je vois au rapport, dans rien, tout ça dans le texte. Mais si, regardez, bienheureuse la cloche au gosier. Le gosier, c'est quand même l'organe de la parole. Si je n'ai pas un gosier vigoureux, vous n'allez pas m'entendre. Et mon message oral, ma parole ne parviendra pas jusqu'à vous. Je vous ai dit que j'avais l'embarras du choix. Rimbaud dit quelque part que comprendre à ma parole, il faut qu'elle fuit et vole. Rimbaud a un problème déjà qui n'est pas ici. Lui, il prend le risque de n'être pas compris, n'est-ce pas? Que comprendre à ma parole, il faut qu'elle fuit et vole. Démerdez-vous, ça veut dire. Hein. En attendant, je l'ai dit. Sa mère lui avait demandé une fois dans une lettre, « Mais qu'est-ce que tu dis? On ne comprend rien ce que tu écris. » Il avait répondu cette réponse admirable, « J'ai dit ce que ça dit, littéralement et dans tous les sens. Point. »
Je vous le dis, hein, si vous voulez déchiffrer ce que dit Rimbaud, écoutez sagement son conseil. Il dit ce que ça dit. Essayez pas de lire entre les lignes. Ce ne sont pas des cachotiers, les grands auteurs. S'ils avaient pu le dire autrement, ils l'auraient fait. Sinon, ce ne sera pas de grands auteurs. Il faut bien, ce que nous faisons là maintenant, prendre à la lettre ce qui est marqué pour comprendre un texte. À la lettre. C'est ça, la littera, ça veut dire lettre en latin. La littérature, c'est de prendre d'abord à la lettre. Et se méfier des pensées que nous nous ajoutons, que nous injectons dedans. Il faut donner la parole aux mots. C'est Mallarmé. L'œuvre pure implique la disparition élocutoire du poète qui cède l'initiative aux mots. Donc, je repose ma question, c'est le problème qu'on n'a pas résolu. Comment on peut passer, bon sang, en 14 vers, je répète, c'est court, c'est un médaillon, un sonnet, c'est un médaillon, c'est la petite forme, spécialité des Français, en musique comme en poésie, la petite forme. Les Français ne sont pas faits pour l'épopée, des trucs comme ça, par quelques exceptions comme Hugo, ça c'est rare. Regardez Ronsard, on admire ses sonnets qui sont admirables. Quand il a fait une épopée comme l'Henriade, c'est un peu lourdeau, c'est un peu long, personne ne lit l'Henriade. Ouais, je fais la gloire du roi Henri, bon. Et en musique, pareil. Hein, oui. Les petits tableautins de Rameau, la tendre nanette, le tic-toc-choc ou les maillotins, les barricades mystérieuses, des petits morceaux qui durent 3 minutes, 4 minutes. C'est pas les grandes symphonies, hein, les Allemands, les concertos, c'est admirable aussi, hein, ou la fugue. Non, c'est petite forme chez les Français, souvent. Voilà, le sonnet, c'est la petite forme. Comment on peut passer en une petite forme de la volupté romantique qui était valable pour la génération d'avant déjà, hein, au cauchemar, au thriller intégral. Vous avez vu la fin, hein? Imaginez ça en images, c'est un froid dans le dos quand même, hein? Eh bien, c'est là que mon deuxième thème arrive. Pour le langage, vous vous en doutez, vous l'avez vu là. C'est quelqu'un dont on n'entend pas la voix, hein, qui parle là. Quelqu'un dont la voix ne porte pas. Bouché par un caillou, sans doute, hein, semble le râle épais. J'invente rien, je prends à la lettre, semble le râle épais. Un râle, c'est ce qui sort de la gorge, vous êtes d'accord? J'interprète pas, j'analyse ce qui est là. Et s'il est épais, c'est un sang qui s'épaissit, vous le savez, ça. J'ai failli disparaître il n'y a pas longtemps d'un caillou à cause de l'excès de tabac. Pour une fois que je suis écolo, je vous dis, vaut mieux ne pas fumer. Voilà, profitez-en, ça m'arrive pas souvent. C'est sérieux, quoi, le râle épais d'un blessé qu'on oublie. Le Q apostrophe est important, je vous ai dit que j'analyse à la lettre. Non pas d'un blessé ravi d'être tout seul, ça y est, je vais pouvoir, sur mon île Robinson, c'est un peu le discours d'aujourd'hui, là, hein, c'est une société qui nous emmerde. Le danger commence avec mon voisin de palier, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je suis bien quand je suis en vacances dans un lieu où je suis tout seul, là, si je pouvais avoir une plage rien que pour moi et ma famille, ça serait bien, pas? Mais comme on est plusieurs millions depuis les congés payés à boire à la plage pour soi tout seul, on se fait une raison, on met les poubelles, on s'arrange, on s'organise. Et oui, on n'est plus des féodaux à avoir la plage pour soi tout seul. Ah, c'est triste. Mais voilà. Bon, allez, soyons sérieux. D'un blessé qu'on oublie. Non, c'est pas lui qui a envie d'être seul. Il voudrait bien avoir suivre la troupe. Mais voilà qu'on l'oublie. C'est pas la solitude, vous voyez. C'est pour ça que je vous mets en garde dès le départ sur les mésinterprétations qu'on pourrait faire de ce poème. Déjà, toute interprétation risque d'être une mésinterprétation. C'est toujours un travail douteux, l'interprétation. C'est toujours un peu subjectif. Ça, c'est ton interprétation, c'est la sienne, c'est la mienne. Non, il faut mieux faire de l'analyse. Si vous ne comprenez pas la différence, pensez à que analyser, c'est d'abord décomposer l'analyse au sens chimique. Il ne faut pas que quand on analyse l'eau, on trouve tout d'un coup du jus de citron, ou alors que ce n'était pas de l'eau pure. Il faut qu'on trouve ce qui était vraiment dans l'eau H2O. Voilà. Et quand je démonte un moteur de voiture, il faut que je ne vois sur le tapis par terre, là, sur le tissu où je mets toutes les pièces, que ce qu'il y avait déjà dans le moteur. Il ne faut pas qu'il y ait des choses qui viennent de moi que j'ai rajoutées en douce. Non. C'est ça l'analyse. C'est du sérieux. Un terme commun à la science et à la pensée. Donc c'est ce qu'on essaie de faire là. Le Q apostrophe est important, d'un blessé qu'on oublie. Quand Rousseau comprend pour un apôtre lui aussi de la solitude, qu'est-ce qu'on est bien loin des hommes et dans la nature et dans la forêt, ce qu'il lui arrive souvent de dire, mais attention à la littéralité de ce qu'il dit. D'accord? Dans la 5e promenade, où il va le plus loin dans la solitude, comme personne n'y a jamais, dans la volupté d'être seul, et comme on n'a jamais été. Je vous rappelle que la 5e promenade, je ne m'égare pas, je suis en plein dedans. Je suis en train de vous parler d'un texte qui exprime un état paradisiaque,
de la part de quelqu'un qui est loin de tous les hommes et qui est dans une solitude totale, la 5e promenade de Rousseau, en parallèle avec un texte où c'est un cauchemar d'être loin des hommes. Vous voyez ? Et vous allez voir que c'est pas si contradictoire que ça, puisque, je le rappelle, cette extase que Rousseau relate dans les rêveries, qui est son œuvre terminale qu'il écrit en luttant contre les douleurs de la maladie de la pierre, des coliques néphrétiques, on dirait aujourd'hui, n'est-ce pas, qui l'assaillait dans la rue Plâtrière à Paris, qui s'appelle maintenant rue Jean-Jacques Rousseau dans le Marais, là. N'oubliez pas que le séjour à l'île Saint-Pierre, dans la 5e promenade, narre le détail, est un passé un peu comme avant la lettre comme Proust plus tard, n'est-ce pas, où il essaye de restituer une espèce de recherche du temps perdu, que ne puis-je retourner dans cette île chérie, etc., etc. Donc, où il essaye de revivre par la plume ce qu'il dit lui-même être les meilleurs moments de toute sa vie. Les quelques semaines qu'il a passées dans cette île. Seulement voilà, il faut rappeler que cette île, il a été condamné à y être parce qu'il était pourchassé par les polices des 3 grandes puissances d'Europe. L'Empire, l'Autriche, etc., l'Allemagne n'existait pas, la France et la Prusse, qui commençaient à pointer. Trois États. Il était pourchassé pour ses publications, le contrat social, ses œuvres insupportables, collectives, jacobines, on dirait totalitaires maintenant, pas du côté de certains anglo-saxons comme Popper, ou Onfray, c'est pareil, France Culture. Donc, et là, il était dans cette île en pensant qu'il devait y finir ses jours, très important pour comprendre ce texte. Il était dans la pensée qu'il n'en sortirait jamais. Et il dit, après, je vous passe, je vous le recommande, parce que ce 5e promenade, ce n'est plus beau texte, bien avant Proust, c'est extraordinaire de restituer comme ça le temps perdu, de le retrouver à ce point-là, par la plume, ça n'était jamais arrivé, vraiment, avec ce détail, le flux et le reflux de cette eau, son bruit continu, mais renflé par intervalles, frappant sans relâche mon oreille et mes yeux. Je m'arrête là parce qu'on a envie de tout restituer. Eh bien, on a l'impression qu'ils disent « faites comme moi, fuyez la société, fuyez les hommes, installez-vous sur une île au milieu du lac de Bienne ou sur une île déserte en plein Pacifique, c'est encore mieux. Plus vous êtes loin de la société, mieux vous serez. » Et ce serait un contresens. Et il le sent que ça peut être un contresens, et il précise. Il dit que la plupart des hommes ne connaissent pas cet état, et dans la présente constitution des choses, là je le cite mot pour mot, il ne serait pas bon qu'ils se dégoûtassent des actions dont leur vie active leur prescrivent le devoir. Donc ne suivez pas cet exemple-là. Mais, et j'ajoute, je le cite, un infortuné, tout ça je suis parti de mon cul apostrophe, vous vous rappelez, mais un infortuné qu'on a retranché du commerce des hommes peut trouver dans cette rêverie des consolations que ni la fortune ni les hommes ne sauraient ôter. Voilà, un infortuné qu'on a, le même Q apostrophe, non pas qui s'est retiré par amour de la solitude, comme les romantiques français, comme Lamartine, souvent sur la montagne, à l'ombre du vieux chêne, au gaucher du soleil, tristement je m'assieds. C'est un poème qui s'appelle Recueillement, très joli, Lamartine. C'est pas ça, c'est pas ça. Un infortuné qu'on a retranché. Moi, Rousseau, j'étais l'homme le plus sociable. D'ailleurs, je vais écrire le contrat social. C'est dans cette solitude-là que j'ai compris le contrat. Voilà. Eh bien, c'est le même Q apostrophe ici. C'est pas quelqu'un qui recherche la solitude. Vous voyez, il y en a à tirer des choses de ce texte court. Donc, quand je vous le dis, semblera l'épée d'un blessé qu'on oublie, j'ai assez parlé du Q apostrophe, on pourra en parler encore. Je vous le dis. Quel rapport vous avez senti, bien sûr, enfin, même plus que le sentir, c'est presque explicite, mais c'est pas qu'il y a une tragédie de la parole. Je meurs faute de pouvoir me faire entendre par mes semblables. Je ne m'interromps pas, je creuse le même thème. Dans le premier poème des Fleurs du Mal, qui s'appelle « Au lecteur », ça s'adresse à vous, à moi, au lecteur, c'est le tout premier. Ça se termine par cette apostrophe, où toute l'ambivalence de Baudelaire par rapport à l'autre est résumée. Il vient de parler de l'ennui, qui est pour lui le plus grand des monstres, que tous les autres monstres, c'est la roupie de Sansonnet à côté de l'ennui, avec un E majuscule au sens de l'époque. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat. Avant, il avait dit qu'il, dans un bâillement, pourrait avaler le monde. Vous voyez, l'ennui. Bon. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, virgule, et voilà l'apostrophe. C'est le dernier vers, la chute admirable. Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Vous voyez, hypocrite. D'abord, cette espèce d'éloignement, cette insulte. Hypocrite lecteur, on a l'impression qu'il l'envoie blader. Et en même temps,
hein, cet appel de la main, mon semblable, mon frère. Hypocrite parce que tu es en train de faire le contresens contre lequel je suis en train de vous mettre en garde. Parce que vous pourriez dire, mais qu'est-ce que c'est que c'est un dépressif, ce mec-là. C'est un malade. C'est un névropathe. Qu'est-ce que c'est, là, ces fantasmes à la fin, là? C'est pas possible, il était bien au bord, ces cheminées-là. Qu'est-ce qui nous embête avec cette histoire de lac de sang? Je vous ai dit qu'on ferait l'exploitation philosophique. Donc je suis pas là pour faire de la psychologie de Baudelaire, de Charles Baudelaire, né en telle année, mort en telle année. Il faut le faire, c'est intéressant en littérature. Là, je regarde l'universel, Baudelaire parle de nous dans ce texte. Et là, j'arrive à mon thème de la modernité. C'est le destin de l'homme moderne d'être désolidarisé de sa société d'origine. Et là, je viens de faire un pas en avant par rapport à ce que j'ai dit depuis le début de cette deuxième séance. La grande différence de l'Antiquité, si on veut faire des grands découpages, et du monde moderne, c'est que l'Antiquité est ce que Hegel aurait appelé un monde substantiel. Est-ce que vous savez si Oedipe aimait les pommes de terre au lard? Bon, les pommes de terre n'existaient pas, ça nous vient d'Amérique, excusez-moi, j'aurais pu prendre autre chose. Mais est-ce que vous savez s'il aimait les petits pois au lard? Non, je vous pose une vraie question. Est-ce que Sophocle nous le précise? Est-ce que Achille avait un grain de beauté sur la narine gauche? Je vous pose la question. C'est les textes les plus lus depuis 2000 ans. Enfin, ça fait 2000 ans qu'on les lit, l'Iliade, l'Odyssée, donc on devrait tout ça par cœur. En fait, on ne sait rien de tout ça. Ça n'intéresse pas le monde ancien, ce qui est proprement individuel. Vous comprenez où je veux en venir? Il en a fallu des siècles pour qu'on s'intéresse à un individu pris comme tel, avec ses particularités. Par contre, dans Balzac, hein, dès le début du roman, vous avez 50 pages sur ce qu'il y a sur la cheminée. Hein. Et là, il y a une touffe de cheveux, et là, il y a des comptes, des comptes bancaires dans une boîte. Là, vous avez tout le détail de ce qui est propre à cet individu-là, à cette famille-là, ce jour-là et en cette saison-là. Et le temps qu'il faisait. Vous êtes d'accord? Et jusqu'à, ouais, je citais un passage de Proust tout à l'heure, une excellente amie, et juste avant la première apparition de Gilberte, il est encore gamin, le narrateur, Gilberte est aussi gamine, il n'a pas encore vu, mais il se passe toujours des choses étranges chez Proust, juste avant les apparitions des personnages qui vont être récurrents dans l'œuvre. Il est prêt dans le parc, il y a un silence, et il dit « Divisant à la hauteur d'un arbre incertain, un invisible oiseau s'ingéniait à faire trouver la journée courte. » Vous vous rendez compte jusqu'où? Depuis Homère, on a fait du progrès dans le détail. Hein. C'est impensable dans le monde antique, des phrases comme ça. Divisant à la hauteur d'un arbre incertain, comment le chant d'un oiseau peut-il diviser, je sais pas, la hauteur d'un espace? C'est extraordinaire. Divisant la hauteur d'un arbre incertain. Un arbre incertain. Un invisible oiseau, donc il ne le voit même pas, c'est le chant qui le retient. S'ingénier à faire trouver la journée courte. Vous voyez tout de suite ce qu'il veut dire. On a tous entendu ce genre d'oiseau, à ce genre d'heure étrange et de silence, à l'après-midi d'été comme ça. Divisant la hauteur d'un arbre incertain, un invisible oiseau s'ingénie à faire trouver la journée courte. Je vous dis que l'individu, ce soin du détail, de ce qui est propre à l'ici et le maintenant, c'est moderne. Donc quand je vous dis, la dernière fois, vous voyez, on est un peu plus concret que la dernière fois. Quand Hegel dit « tu ne pourras jamais être plus que ton temps, mais au mieux tu seras ton temps », je vous avais dit, ça veut dire que l'horizon de la modernité est le contenu indépassable de notre pensée. Pour chacun, quoi. Le monde dans lequel il vit, le monde contemporain, c'est voilà pour Descartes à son époque, etc. Et la limite au sens presque quasi mathématique, l'horizon. Horizon vient d'un terme grec, horos, qui veut dire la détermination. C'est fini, c'est terminé. Au-delà, c'est l'infini. C'est intéressant, sens d'horizon. L'azur du ciel immense et rond, comme dit Baudelaire, quelque part, qui s'y connaissait en matière de navigation et de marine. Et qui dit quelque part que notre condition, c'est un oasis d'horreur dans un désert d'ennui. C'est terrible, des phrases comme ça. La condition de l'homme moderne, un oasis d'horreur dans un désert d'ennui. Je ne suis pas là pour vous désespérer, au contraire, vous allez voir, il n'y a que des bonnes nouvelles. Bon, donc, que ce soit acquis entre nous, c'est pas propre à l'individu Baudelaire, fût-il névrosé, ou s'il est névrosé pour des raisons que vous intéressent à psychanalyse, que vous voulez, peu importe, c'est que ça le prédispose à bien exprimer ce qu'est notre problème à tous en tant que moderne, si vous préférez le prendre comme ça. Là, je vous donne une petite suggestion aux uns aux autres pour voir comment peut s'articuler les contingences de la vie personnelle et la logique de la vie collective.
Parce qu'il y en a qui disent, est-ce que c'est la psychanalyse ou le marxisme qui tient la vérité? Est-ce que c'est vraiment mon histoire personnelle ou est-ce que c'est le destin de la collectivité? C'est pas contradictoire. Quelqu'un peut, pour des raisons qui lui sont propres, qui sont individuelles, qui sont dues à son parcours, avec toutes ses contingences, ça peut le prédisposer, ce parcours. Quelqu'un qui, par exemple, va mourir très jeune, Schubert, Mozart, 31 ans, 34 ans pour Mozart, 31 ans pour Schubert. Et même Pergolèse, 27 ans. Je peux continuer comme ça. Il est évident que quand vous savez que vous allez mourir, vous écrivez pas la musique de la même façon. Vous voyez, les symphonies inachevées chez Schubert. À la fin de sa vie, Schubert fait plein d'œuvres comme ça qu'il n'achève pas. Elles sont toutes des chefs-d'œuvre inégalés. Donc voilà, la contingence de sa vie à lui, personnelle, privée, tout le monde n'a pas la tuberculose, la phtisie, la syphilis, tout ce que vous voulez, tout ça. n'est pas contradictoire en plus, le prédisposait à exprimer l'angoisse que nous avons tous, ça c'est universel, de la précarité du temps qui passe. Donc il ne s'agit pas de savoir ici, de faire la psychologie de l'individu Baudelaire. Il s'agit de voir pourquoi il a été désigné comme le poète emblématique de la modernité dès que les Fleurs du Mal sont parues. Pourquoi Rimbaud qui est si sévère avec tous ceux qui l'ont précédé. Je suis un inventeur bien autrement que tous ceux qui m'ont précédé, un musicien même, qui a trouvé quelque chose comme la clé de l'amour. 18 ans. Faut de l'audace quand même pour écrire ça. Bien autrement méritant que tous ceux qui m'ont précédé. 18 ans. Et c'est vrai en plus. C'est fantastique. Eh bien Baudelaire, Rimbaud, dans une fameuse lettre bien connue dans laquelle il fait un petit peu la distribution des prix à tous les poètes depuis les Grecs jusqu'à lui, à son professeur de rhétorique, n'est-ce pas? Ouais. Hugo a bien vu dans les derniers volumes, parce que son critère c'est est-ce qu'on est voyant, est-ce qu'on n'est pas voyant, hein? Vous savez ça, je ne voudrais pas m'attarder, la voyance, voilà. Bah, Hugo a bien vu dans les derniers volumes, ça veut dire que c'est un hommage, hein, ça part à lui déjà. Hein. Voilà, et puis il dit ses défauts, trop de Belmonté, de Jéhovah, vieilles énormités crevées, bon. Et il dit, mais j'ai sous la main Les Misérables, un vrai poème. Oh, ouais, grand hommage, non pas à un poème de Hugo, mais à son œuvre en prose. J'ai sous les mains Les Misérables, un vrai poème. Donc il fait la distribution des prix, arrive à Baudelaire, il dit Baudelaire est le premier des voyants, le premier chronologiquement, le premier moderne, roi des poètes, un vrai dieu. Mais il a vécu dans un milieu trop artiste. Et la forme si vantée chez lui est mesquine. Rimbaud, c'est âge sans pitié. Hein, mais voyez, le prestige qu'avait Baudelaire comme premier des modernes. S'il était prédisposé comme ça à exprimer votre réalité, la mienne, en tant que moderne, cette crainte d'être séparé, d'être se blesser qu'on oublie sous un grand tas de morts. C'est effrayant comme cette fin. Peu importe les raisons personnelles qui l'ont amené à mieux l'exprimer qu'un autre, le résultat est là. Je reviens à ma comparaison. Nous ne saurons jamais si Achille avait un grain de beauté sur la narine gauche. Ça n'intéresse pas les Grecs. Ce qui intéresse les Grecs, c'est le citoyen. C'est pas cet individu-ci. Vous avez une admirable analyse de ça dans la phénoménologie de l'esprit de Hegel, dans le chapitre qui s'appelle Le monde éthique. En langage codé, chez Hegel, il n'y a aucun nom propre. Chez Hegel, c'est le moment de la Grèce, hein, dans l'histoire de l'esprit. Le moment de la cité grecque, si vous préférez. Hein. Je vous le dis pour ceux qui travaillent cet ouvrage difficile. Ça permet de faire un éclairage et ça facilite. Hein. Et elle dit très bien, dans le monde de la cité, cet individu-ci est l'ombre ineffective qui n'intéresse personne. Ce qui compte, il compte en tant que citoyen. D'où la tragédie d'Antigone, par exemple, auquel j'avais fait allusion pour d'autres raisons la dernière fois. Tant qu'il est vivant, le citoyen appartient à la cité, qui peut l'envoyer, même pour le sacrifice suprême, se battre contre les Perses, par exemple, n'est-ce pas? Mais une fois qu'il est mort, c'est l'affaire de la famille, du particulier. Voilà. La cité n'a plus rien à dire, donc Créon outrepasse un peu ses prérogatives en interdisant qu'on l'enterre. Il en fait trop. Antigone a le tort de désobéir à la loi de la cité, c'est incompréhensible chez les Grecs, et Créon a tort d'étendre la loi de la cité au domaine privé. C'est des problèmes d'aujourd'hui, ça, le privé et le public. Mais regardez, ça nous ramène au texte. Les deux premiers quatrains, c'est le monde public. C'est le monde de la cloche au gosier vigoureux qui sonne la même heure pour tout le monde. Vous êtes d'accord, j'invente rien. Qui dit à tout le monde, ah oui, c'est le quart. Il est 18h, pas seulement dans ma tête, mais pour toute la collectivité. C'est de ça qu'est séparé celui qui agonise dans les deux tercets. Vous voyez? Et donc elle est bien heureuse, cette cloche-là, parce qu'elle parle pour tout le monde. Et en plus, elle jette fidèlement son cri religieux, ainsi qu'un vieux soldat. Ah, il y a deux personnages qui surgissent là, le soldat et le prêtre.
religieux. Il n'invente rien. Freud a écrit, ce qui ignore complètement Baudelaire, tout ça, Freud, c'est pas son sujet, hein, a écrit un texte très intéressant sur la psychologie des foules. Et il prend deux exemples de foules, l'Église et l'armée. Deux mondes sans femmes, il fait exprès. Je ne rentre pas dans le détail, ça nous égarerait. Mais vous voyez, quelle coïncidence. L'Église et l'armée, les voilà là, dans les quatrains. Déjà, l'Église, elle est présente dès le début, parce que la cloche, on les trouve sinon dans les églises. N'oublions pas. Il y a déjà une connotation religieuse dès le titre. Or, que veut dire religere à l'origine? Vous le savez sans doute, certains d'entre vous. Oui. Et si vous avez dit oui de la tête, donc vous le savez. Eh bien voilà. C'est magnifique. Merci. Qui relie. La religion, c'est d'abord ce qui relie. Avant d'arriver à des choses métaphysiques, des au-delà et des transcendances, n'oubliez pas que ça veut dire d'abord ce qui relie. Hein. On comprend que le langage soit sacré dans la religion. Au commencement était la parole. C'est comme ça que commence l'évangile de Jean, oui ou non? Commencez à vous prendre pourquoi. C'est sérieux, ce qui relie. J'avais dit une fois dans un atelier l'année dernière, il y a deux formes d'échange depuis la plus haute antiquité entre les hommes, n'est-ce pas? C'est troublant comme parallèle, le langage et la monnaie. Avec la période de crise économique et financière que nous traversons, je ne trouve rien de fortuit. Les mots s'embrouillent aujourd'hui, n'est-ce pas? On ne sait plus qu'est-ce qu'il y a à droite, à gauche, à l'extrême droite, à l'extrême gauche. C'est étrange quand même, hein, cette confusion. Et puis il y en a qui surfent sur cette confusion. On a bien parlé des rouges-bruns, vous vous rappelez? Les rouges-bruns. Ceux qui font croire qu'ils sont à l'extrême gauche et qui nous refilent du Hitler. Ça existe. Hein. Ça veut dire que les mots se brouillent, parce que les mots sont faits quand même pour introduire de la distinction et de la séparation dans la confusion. Les mots, c'est le monde des lumières, du langage, de la clarté, sur fond de ténèbres. C'est pas la bouillie du sentiment, de l'affect, etc. Non, les mots, c'est bien introduire de la clarté. Ça, c'est un animal, ça, c'est un végétal. C'est pas la confusion. Encore que, classez-moi les champignons là-dedans. Vous allez m'en dire des nouvelles. Je ne m'égare pas parce que je suis une passionnée. Mais les champignons, ça pose des problèmes. C'est... Eh oui, vous connaissez beaucoup de végétaux qui n'ont rien de végétal, pas de feuilles, pas de fruits, pas de fonction chlorophyllienne. Et surtout, ce qui est commun à tous les végétaux qui les rend supérieurs aux animaux sur ce point-là uniquement, c'est qu'ils n'ont pas besoin, pour créer la vie, qui est déjà du vivant. Pas, ils synthétisent les sels minéraux qu'il y a dans le sol. À partir du minéral, il y a un chimiste, un grand chimiste parmi nous, Sacha, n'est-ce pas? Tu me corriges si je me trompe, les végétaux ont le privilège de faire la synthèse, n'est-ce pas, du vivant à partir du mort, de l'inerte, de la matière. Tandis que nous sommes des parasites, nous les animaux, hein, je nous inclus comme hommes là-dedans. Nous, il nous faut déjà du vivant pour pouvoir vivre. Même si on est végétarien, il faut du vivant. Ben oui. Les champignons, c'est ça, c'est des parasites. Voilà, enfin la parenthèse, je ne vais pas m'égarer. On fait comme la saison, avec la douceur exceptionnelle, se prolonge un peu. Les champignons commencent à repousser. Autant le caser. Donc, les mots, ça introduit une clarté dans la confusion. Si les mots se brouillent, c'est grave pour une époque historique. Si on peut pervertir les sens comme ça, n'est-ce pas? Si on dit qu'on fait la guerre à la finance sans visage, vous avez entendu ça pendant la campagne électorale. Pas moi qui l'ai inventé, ça non plus. Je ne fais qu'analyser ce qui est dit. Je crois. Pour nous foutre du Macron après aux finances, c'est bizarre. Mais oui, non mais... voilà. Hein. C'est grave la confusion, parce que ça veut dire... ça nous rappelle le tout début de notre atelier de philosophie depuis l'année dernière. Si un Socrate surgit tout d'un coup dans la cité, c'est que les mots de la cité commencent à s'embrouiller. Et qu'il est nécessaire que quelqu'un vienne pour dire « Qu'appelles-tu ceci? Qu'appelles-tu cela ?» Toi, général, tu parles de courage, tu dois t'y connaître, tu es général, tu es spécialiste, tu as fait la guerre. Toi, le sculpteur, tu parles de beauté. Je viens de dire ce que c'est que la beauté, qu'appelles-tu? Puis voilà que ceux qui sont interrogés par Socrate bafouillent. Ben oui, la beauté, c'est la sculpture que j'ai faite là, ou c'est Parthénon, c'est Brigitte Bardot, excusez-moi, j'ai des références un peu vieillottes. C'est la confusion d'aujourd'hui. Religion, fascisme. Bon.
il y a ceux qui préfèrent les animaux aux hommes. Ces confusions-là. Je dis ça parce que moi je préfère sauver l'humanité que la planète. On dirait qu'on vit sur la même planète. On aura le temps d'y revenir. Enfin, la planète, elle se moque de nous. Moi, je ne me moque pas de l'humanité. La planète, elle a liquidé les dinosaures sans sourciller. Suivant. Et elle sera là quand on sera tous morts, vous inquiétez pas pour ça. Qu'est-ce que la beauté? Qu'appelles-tu la beauté? Vous vous rappelez, c'était l'interrogation philosophique fondamentale. Plus que qu'est-ce que c'est, qu'appelles-tu? Que dans qu'est-ce que c'est, j'en sais déjà trop, il y a l'être qui est donné. Là, je ne sais même pas si ça existe, ce dont tu parles. Au départ, j'ai on y revient, des mots, des gens qui parlent, qui disent c'est beau, c'est ceci, c'est cela, c'est juste, c'est bien, c'est pas bien. Ben, tu dois savoir alors. Si je te dis passe-moi le sel, tu me passes pas le sucre. On est d'accord? On doit savoir ce qu'on dit. Mais oui. Donc, l'artiste parle de beauté. Ben, la beauté, c'est la sculpture que j'ai faite, c'est le Parthénon. Ah oui. Le coucher de soleil, il est pas beau là? Ah, si, c'est très beau. Ça n'a rien à voir avec ta statue, oui, c'est vrai. Il bafouille. Du coup, ils finissent par en vouloir à celui qui pose ces questions. Et ils le mettent à mort. Ça commence comme ça, la philosophie, par quelqu'un qui a essayé de retrouver, comme dit admirablement Mallarmé, un des successeurs du mouvement initié par Baudelaire, n'est-ce pas? Le poète, c'est celui qui, je cite, donne un sens plus pur aux mots de la tribu. Ce qui veut dire que les mots sont devenus impurs. Donner un sens plus pur aux mots de la tribu. Vous trouverez ça dans le tombeau d'Edgar Poe. Le tombeau est un genre poétique, hein. On fait un hommage à quelqu'un comme si c'était inscrit sur son tombeau. C'est un genre poétique, tombeau. Il en a fait un pour Verlaine, il est couché parmi l'herbe, Verlaine. Il en a fait un pour Baudelaire, tombeau de Baudelaire. Il en a fait un pour Edgar Poe, qui est un peu l'idéologue, un peu le maître à penser de tout ce courant, là, celui qu'on a retrouvé ivre-mort dans un caniveau à Baltimore, qui est mort comme ça. Et on revient au langage, hein. Propos d'ivrogne. Je dis ça parce que dans le poème, il dit E-E-X. J'ai entendu les Américains, la foule, les masses. Parce c'était un poète maudit, on va y revenir, hein, c'est ça le sujet là. Eux proclamèrent très haut le sortilège bu dans le flot sans honneur de quelques noirs mélanges. C'est du Mallarmé, je vous traduis en français tout de suite. Ça veut dire eux. Ils ont dit, bon, c'est les propos d'ivrogne, quoi. Edgar Poe, hein? C'est un ivrogne, c'est tout. Dans le flot sans honneur de quelques noirs mélanges, de quelques noirs bitures, si vous préférez, de bitter. Alors qu'il était en train de donner, je cite, un sens plus pur aux mots de la tribu. Vous voyez le paradoxe, hein? On croit que c'est des propos d'ivrogne, on traite de propos d'ivrogne la parole qui restitue l'échange premier. Le stade adamique, je fais allusion à Adam du paradis terrestre, je m'explique. Dans la Genèse biblique, c'est pas, on dit que Dieu a donné à Adam le privilège de nommer les créatures. Merci. Oui. Et puisqu'on parle du langage aujourd'hui, j'en profitais pour rappeler que dans la Bible, vous avez une tragédie sur le langage en 3 actes. Le premier acte, je viens de le rappeler. Dès le début, dans le paradis terrestre, n'est-ce pas, il est dit que Dieu a donné à Adam, à l'homme. Adam, c'est ce que ça veut dire en langue sémite, en langue dans laquelle ont été écrites les pensées. L'évangile n'est pas à part celui de Jean le grec, et là, surtout l'Ancien Testament. Dans les langues sémites, arabes, juifs, peu importe, c'est pas hébraïque. Vous savez ce que veut dire Adam? Adama, Adamou, au sud du Sahara. Ça veut dire la boue du Nil, le limon. Vous savez qu'après, il fait Adam avec une statue de terre, justement, d'argile. Ça veut dire ça, Adam. L'argile qui est au fond du fleuve. Adama et Hawa, Adam et Ève. Ceux qui étaient en Côte d'Ivoire savent qu'il y a une excellente eau minérale ivoirienne qui s'appelle Hawa, l'eau. Adama, c'est le feu, et Ève, c'est l'eau. Et puis, il y a un truc religieux. Alors, je reviens à nos moutons. Premier acte, Dieu donne à Adam, à l'homme, le privilège d'être l'animal qui parle. Et non seulement qui parle, mais je viens de le dire, qui introduit de la clarté dans ce chaos. Toi, tu es une plante, toi, tu es un animal, toi, tu es un mouton, et toi, tu es un bœuf. Les créatures subissent ça. Qu'est-ce qu'un arbre? Tenez, qu'appelle-t-on un arbre? Je creuse un peu, là, cette histoire. On est parti d'un poète, quelqu'un qui donne un sens plus pur aux mots de la tribu, profitons-en. Alors, un arbre, une définition empirique, hein, comme on fait tous au début quand on est interrogé, il y a des racines, il y a un tronc, il y a des feuillages, il y a un tronc qui est en bois, ligneux, en général, hein.
D'ailleurs, le bois se dit legno en italien, n'est-ce pas? Et se dit Holz en allemand. Holz qui vient du terme grec oulé, qui veut dire la matière. Parce que pendant longtemps, la matière la plus courante pour l'artisanat qu'on travaillait, c'était le bois. Et l'île de Madeira a été appelée comme ça parce qu'ils ont été frappés par les forêts qui abondaient sur cette île. Vous voyez, allez, ne nous égarons pas. Donc, on peut nommer les choses dès l'instant et les distinguer. Et grâce au privilège, la Bible dit privilège, ça veut dire que les animaux ne parlent pas. Ils ont des systèmes de communication très au point. On a vu ça un petit peu, les dauphins, les abeilles. Mais ce n'est pas un langage. On pourra revenir là-dessus si ça vous intéresse sur la grande différence, en particulier le double niveau d'articulation. Bon, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, qui n'existe que chez l'homme, le double niveau d'articulation. Et je reviens à cette tragédie en 3 actes. Donc au début, Adam, mais ça c'est le stade, je vous l'ai dit, adamique de la parole. C'est un peu l'âge d'or poétique. Quand on appelait les choses par leur nom, sans que ça se brouille, sans que le langage soit perverti par la faute. On n'a pas encore fait le péché. La femme n'est pas encore intervenue. La femme, c'est le serpent. On ne dit pas le sexe du serpent, vous avez remarqué. On dit qu'il ment et qu'il trompe. Sauf ce jour-là, le jour où il provoque la faute, c'est la seule fois où il dit la vérité. Qu'est-ce qu'il dit à Ève pour la tenter? Parce que vous savez des tas de choses aujourd'hui, là. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce qu'il dit? Si vous goûtez ce fruit, vous, vous les deux, toi et Adam, si vous goûtez ce fruit, bravo. Iritis sicut Deus scientes bonum et malum, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Oui, c'est bien la tragédie de l'homme, on y revient au texte. Quand on est un imbécile heureux, comme dit très bien la langue française, quand on est animal, on ne sait pas qu'on va mourir, c'est bon, on vit dans le bonheur, on vit dans l'instant, dans l'éternité du présent. On va vers la mort sans jamais y penser, c'est mieux. Mais enfin, comme dit Gérard de Nerval, pour lequel vous savez que j'ai un faible, l'ignorance ne s'apprend pas. Une fois qu'on le sait, on ne peut pas revenir en arrière. C'est dit dans la Bible, il y a un ange à l'épée de feu qui fait qu'on peut revenir au paradis terrestre. Je ne suis pas en train de dire n'importe quoi, là. Je ne fais qu'expliciter les choses qui sont dites. Donc il y a ce stade paradisiaque où on appelait les choses par leur nom, mais c'est embrouillé. Et là, vous devinez mon deuxième acte. Il n'y a pas un passage dans la Bible où tout d'un coup les langues se sont brouillées. Bravo, Babel. Bravo, Babel. Ceux qui ont des enfants en bas âge, n'est-ce pas, savent qu'entre le moment où ils ne parlent pas, le moment infance, mot à mot, qui n'est pas arrivé à la stade fatigue de la parole, infance, petite enfance, et le moment où on parle comme vous et moi, il y a entre les deux le babil. Vous savez, il y a un stade où les enfants gazouillent. Ils articulent impeccablement du point de vue sonore. Ils n'ont pas encore le code. Mais ils ont déjà le canal. Vous voyez, théorie de l'information, pour l'informatique. Pour qu'il y ait de la communication. On parle de ça aujourd'hui, là. De quelqu'un qui agonise parce qu'il n'arrive pas, à communiquer, à se faire entendre. Je ne m'égare pas. On est en plein dans le sujet. Dans la théorie moderne de l'information, qui est venue à l'origine des recherches de M. Bell, inventeur du téléphone, vous voyez, c'est sérieux. On réfléchissait sur comment fonctionne l'information, comment ce qu'il y a dans ma tête peut passer dans la vôtre. Bon sang, c'est pas évident. Et si c'est Proust qui avait raison quand il dit chaque personne est bien seule. On y reviendra parce que c'est lié au texte, vous vous en doutez. Chaque personne est comme ce blessé qui agonise, quelque part. C'est ce que veut dire Proust. Donc vous voyez, je crois que j'ai plus besoin d'insister pour dire que ce n'est pas la psychologie du névropathe Baudelaire qui est notre objet aujourd'hui. C'est notre universel en tant qu'être humain. Je fais une parenthèse pour rappeler pourquoi Proust dit ça, ou plutôt pas pourquoi, mais le passage. C'est quand il va rendre visite à sa grand-mère, qui est près, qui est pas loin de la mort, qui est malade, et il croise dans l'escalier le docteur Cottard, ce grand docteur qui est un peu ridicule au début, parce qu'il fait des plaisanteries qui font rire personne, ou qui font rire à cause du ridicule. Quand il voit une belle femme, il dit « J'aimerais mieux l'avoir dans mon lit que le tonnerre ». Bon, bref. Et puis, mais qui est un très grand médecin. Il dit là, quand il était en train d'examiner, de faire un diagnostic, tout d'un coup, il n'avait plus rien de ridicule. Un grand médecin de son époque. Bon, bref, le docteur Cottard, il sort de chez sa grand-mère, avec un regard comme ça, là, de dire « Bon, elle est vieille, il faut passer un certain âge, ça veut dire quoi guérir Ça ne se guérit pas, la vieillesse, passer un certain âge. On peut soigner, on peut améliorer un petit peu, mais enfin, on va les condamner, puis voilà. » Et il voit dans le regard de sa grand-mère, la détresse, qu'elle n'a plus de recours, que le médecin ne peut plus rien pour elle. Et c'est là qu'il dit « Chaque personne est bien seule. » Donc, quand je vous dis deuxième acte, la tour de Babel, je rappelle tout de même la donnée textuelle dans la Bible. Les hommes avaient entrepris, n'est-ce pas,
La religion a toujours été écolo. Ben oui. Le déluge, c'est parce que nous avons trop consommé, trop péché, nous avons trop baffré que Dieu nous envoie comme punition le déluge. J'invente rien, c'est ce qu'on dit maintenant. Quand il y a un raz-de-marée maintenant, on dit plus c'est la faute de la nature, on dit c'est la faute de l'homme. Hein. Ben oui. Quand j'étais enfant, il y avait des raz-de-marée qui étaient autrement plus de morts que maintenant, je vous le dis. Hein. Enfin, passons. Et je ne nie pas que la Terre se réchauffe, loin de là, ni que l'homme soit pour quelque chose. C'est un autre débat. Je suis révolté par le fait que le directeur de la météo à France 2 ait été viré de son poste, alors qu'il ne niait pas que la Terre se réchauffait, qu'il ne niait même pas que l'homme y était pour quelque chose. Donc c'est pas du tout un anti-écolo, mais il disait simplement que la COP 21 c'était une grande opération de com pour l'élection présidentielle. On est en France, il n'y a pas de délit d'opinion, il a été viré. J'ai pas vu de processation ni de syndicat. Voilà, je me révolte là. Excusez-moi, mais il fallait que ça sorte. J'ai pas vu 1 million de personnes dans la rue. C'est comme quand on a envahi la Libye. Y compris la gauche bien pensante, tout le monde, ça va de soi. Bon, très bien. Faut pas s'étonner après, hein, quand ça vous pète à la gueule. Bon, alors. Eh oui, j'ai l'air de passer des coques à l'âne. Pas du tout, je reviens à la tour de Babel. Donc, bien sûr, Dieu qui n'a qu'une hantise, c'est que l'homme légal, n'est-ce pas? Ça existe depuis les Grecs, c'est pas spécialement chrétien, hein. Je vous rappelle bien un mythe. Lequel? Celui où Jupiter a peur que l'homme légal. Mais si vous le connaissez. Le mythe de Prométhée. Celui qui est allé voler le feu à l'Olympe pour l'apporter aux hommes. C'est pas, on va pouvoir se réchauffer, on va pouvoir voir les gonzesses le soir dans le noir. Ben oui, quoi. On sort des ténèbres. Il paraît que maintenant c'est l'origine de tous nos maux. Le feu, l'énergie. Bon. Mais elle était bien punie, hein, le Prométhée. Ben c'est pareil, c'est la même histoire. Là c'est pas le feu, c'est l'eau. Bon. On envoie le déluge. Là, beaucoup plus malin, Dieu. Beaucoup plus malin. Il n'envoie pas le feu, il n'envoie pas l'eau, il n'envoie pas des bombes nucléaires. Il décide, pour mettre le chantier de la tour de Babel en échec, parce que beaucoup de peuples y travaillaient, d'introduire la confusion des langues. Profond la Bible. 2e acte de la tragédie. 1er acte, la parole qui marche toute seule. L'homme nomme chaque objet, il l'appelle par son nom, par son juste nom. Les mots de la tribu dans leur pureté native. Et je vous dis que toute grande poésie essaie de retrouver ce stade paradisiaque de la parole. 2e antithèse, n'est-ce pas? La confusion des langues instaurée par Dieu. Et ça marche très bien, parce que des langues différentes, donc on ne s'entend plus, donc des malentendus, donc des disputes. Vous voyez, les métaphores s'enchaînent, on se fait la guerre et c'est fini, puis le chantier tombe en désuétude. Il est toujours en vrac d'ailleurs, le chantier. Où on va? Pourquoi on produit? C'est intéressant, en période de crise, on peut enfin mettre tout ça à plat, poser ces questions, après tout. Je suis tout le contraire d'un productiviste forcené. Dans produire, il y a pro. Ceux qui ont fait du latin, ça veut dire pour, avec une direction et une fin et un but. Ça ne veut pas dire s'agiter comme une fourmi, non, ça veut dire avoir un but bien précis. Donc si on produit sans s'entendre sur le but, c'est pas de la production. C'est de la mécanique. Voilà, 2e acte, pas l'antithèse, la tragédie. Les hommes ne s'entendent plus. On parle, mais ça ne me dit rien ce que tu dis. C'est là qu'on voit que parler et dire, vous voyez. Alors, c'est très simple, je ne vais pas vous égarer dans les abstractions. Hein. J'entends, parce que les murs sont souvent légers maintenant dans les immeubles modernes, j'entends des gens à côté qui parlent chinois. Moi, je comprends pas. Je prends cet exemple parce que je comprends pas le chinois. Hein. Moi, je prendrais une autre langue. J'entends bien qu'il y a des gens qui parlent, je vois tout de suite que c'est des gens qui parlent, que c'est pas seulement le bruit des volets, du vent, non, c'est des gens qui parlent. Mais je ne comprends pas ce qu'ils disent. Vous avez compris la différence. Vous voyez? Dans le dire, il y a parler plus une signification, quand même. Plus un message qui est parvenu à destination cette fois. Plus un code. Et bien voilà, c'est qu'à partir de la tour de Babel fait défaut, n'est-ce pas? La compréhension mutuelle. Je vous avais dit drame en 3 actes. Allez, j'en ai fini avec le 2e, en vous disant qu'on n'en a pas fini avec nous, hein, historiquement. 3e acte, la revanche sur la tour de Babel. Le Nouveau Testament, dans l'Évangile cette fois, je passe du judaïsme au christianisme, n'est-ce pas, historiquement. Et vous savez que l'Évangile veut dire bonne nouvelle. Et voilà la bonne nouvelle. Nous sommes vengés de la tour de Babel. Je fais allusion à la Pentecôte. Vous savez ce que c'est la Pentecôte, hein? C'est après la mort du Christ, les apôtres sont réunis, un petit peu tristes, un peu en deuil.
principal personnage de la scène n'est plus là. C'est de là que ça vient, hein, l'homme a l'air d'être très à table, vous savez. Hein. Bon. Et 12+1. Et il n'est plus là, ils sont tristes, et Dieu leur envoie ce qu'on dit dans un mot qu'on a du mal à traduire, paraclète, un consolateur, on traduit, l'esprit. On a eu, avec l'Ancien Testament, on avait le Père, avec le Nouveau Testament, on a eu le Fils, qui ne proclame pas du tout le Fils de Dieu dans l'Évangile, mais le Fils de l'homme, je le rappelle au passage, si vous lisez le texte. Et tel Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. On revient au texte. Il faut qu'il passe par le traversé du désert, l'homme. Il faut que ce soit dans la solitude pour comprendre la collectivité et de retrouver le lien social. Il faut que ce soit dans la déréliction et l'abandon. Et tel Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, à la Pentecôte, Dieu envoie l'Esprit. Alors, c'est plus le Père, c'est plus le Fils. L'Esprit, c'est, je ne sais pas, mais nous en connaissons les effets, parce que le texte dit, vous voyez, je vous ai dit que je n'interprétais pas, je suis content d'être littéral, qu'à partir de ce moment-là, il y a une espèce de petite flamme qui est sur la tête de chacun. Ça fait 2 fois, j'ai parlé de Prométhée avec le feu tout à l'heure, ça fait 2 fois qu'on voit un lien entre le feu et le langage. Je le dis pour les philosophes qui veulent creuser un peu dans les textes, Héraclite, le père de la dialectique. Héraclite dit l'obscur, parce qu'il a des fragments comme ça, un petit peu difficiles à déchiffrer. Un des présocratiques les plus fascinants. Dont Hegel disait qu'il avait été le premier à comprendre la dialectique. Tout de même, avant le dialogos de Platon, il y a la dialectique d'Héraclite. Celui qui disait on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Et qui ajoute après on se baigne toujours 2 fois dans le même fleuve. Celui qui dit le chemin qui monte est le même que celui qui descend. Celui qui dit que l'arc a pour nom bios, ça c'est actuel, tenez. Non, je parle beaucoup écologie ce soir. L'arc a pour nom bios et pour effet la mort. L'arc a pour nom bios, la vie, et pour effet la mort, l'arc. Superbe. Et oui, il n'y a rien de plus mortel que la vie, je vous dis ça. Il ne peut rien. Hein. Le ver, il ne risque pas de mourir. Hein. Le caillou non plus. C'est un privilège des vivants, la mort. Et puisque j'en suis là, et puisqu'on parle poésie, tenez. Je n'ai pas encore défini la modernité. On est en train de la voir se constituer devant nous. Mais je l'avais délimité en termes chronologiques, empiriques, un peu grossiers. Quand je vous avais dit la modernité, si on voulait absolument l'encadrer historiquement, elle commence avec ces 2 grands craquements que sont la révolution industrielle anglaise, dans un mouchoir de poche historique et la fin 18e, début 19e. La révolution industrielle anglaise, la révolution politique française. En gros, voilà, on se débat dans le monde qui est apparu à partir de ces 2 grands craquements, encore maintenant. Eh bien, à l'aube de la modernité, car les grands poètes, d'après celui que je vais citer, c'est Hölderlin, camarade d'université de Hegel, n'est-ce pas? Vous savez qu'il restait 37 ans fou chez ce menuisier après, parce qu'il a été frappé par la parole, justement. Apollon m'a frappé, il le dit dans une lettre. Hölderlin, qui disait quelque part les grands poètes apparaissent au début et à la fin des grandes ères, des grandes périodes. Ah ben lui, qui a vécu au début de la modernité, nous dit ceci, dans un poème qui s'appelait Mnémosyne, déesse de la mémoire chez les Grecs, sans laquelle il n'y aurait pas de langage. Déesse de la mémoire, il dit « Car ils ne peuvent pas tous les dieux. Les mortels, donc vous et moi, avant eux, avant les dieux, atteignent l'abîme. » Et oui, les dieux, ils ne meurent pas. Donc il leur manque une connaissance par rapport à l'homme. L'homme connaît la mort, les mortels, ils ne connaissent pas ça. Une amoureuse qui attend son mec à une station de RER, de métro, en banlieue, peu importe, je veux dire avec le cœur qui bat, et même si c'est une fille qui est caissière à Monoprix, c'est peut-être des amours plus intéressantes que celles de Philippe Sollers, je l'ai déjà dit. Pour moi, c'est un jugement subjectif que j'assume. Elle n'aurait pas cette joie tout d'un coup de le voir arriver après avoir été inquiète parce qu'il y avait à 10 minutes de retard, si on n'était pas mortel. Vous comprenez, c'est important ce que je suis en train de dire. C'est ça le privilège de l'homme. C'est que tout ça peut être foutu, hein. Tout ça n'est pas assuré, c'est pas les dieux. Ce n'est pas les dieux. Ça est fragile, merveilleusement fragile. Donc voilà, car ils ne peuvent pas tous, les dieux. Les mortels, avant eux, atteignent l'abîme. Je continue maintenant, c'est très court. Ainsi, avec eux, donc avec vous et moi, avec les mortels, avec eux, l'écho change. Car il est long le temps, mais il survient le vrai. Oh, ouais. 1802, c'est écrit en 1802.
Avec eux, l'écho, comment l'écho peut changer? Vous avez tous fait un peu de science. Vous savez ce que c'est qu'une inéquation? Quel rapport? A plus grand que B, ou A est plus grand ou égal à A. On y est en plein, là. Un écho peut au plus, comme un reflet dans une glace qui serait présupposée parfaite, une glace qui serait ni bombée, ni... Un reflet peut au mieux reproduire le modèle, n'est-ce pas? Mais jamais plus. Il ne peut pas y avoir plus dans la glace, n'est-ce pas, que ce qu'il y a devant la glace. Il ne peut pas y avoir plus qui me revient par l'écho à l'oreille que le son que j'ai émis. Il y a au plus, n'est-ce pas, le volume que j'ai émis, certainement pas plus. Et voilà que l'on est mais avec eux, par le fait qu'on est là, la conscience à la mort, avec eux, l'écho change. L'écho se distingue du son tout d'un coup. L'homme introduit tout d'un coup une nouvelle temporalité, une nouvelle histoire, alors que les dieux sont de leur intemporalité. Je comprends qu'ils s'ennuient, qu'ils aillent draguer les mortels tout le temps. La mythologie, c'est que ça. C'est des dieux qui s'éprennent de bergères. Regardez bien. Ah, mais écoutez, je n'invente rien. Hein? Même Eros quand même, Eros, lui-même, il est beau. Si Eros n'est pas séduisant, qui va essayer, je vous le demande. Hein? Eh bien, il s'amourache de qui? Ah, il y a des couples célèbres, hein, Zeus et Léda. Zeus, il a plein de mortels, j'insiste pas. Et chaque fois, il doit se déguiser. Hein, parce que si une mortelle voit le dieu quel qu'il est, elle est foudroyée. Il y en a une qui a voulu, hein, Sémélé. C'est dans la mythologie, ça, moi, j'invente rien. Sémélé, elle avait dû être pas mal comme amante, parce que le coup classique, Zeus lui a dit, bon, je te donne ce que tu veux, tu fais un souhait, je te l'exauce. Parole qu'on tarde pas à regretter, elle a dit, je veux te voir dans ta splendeur. C'est-à-dire, pour une fois, pas déguisé, pas métamorphosé en cygne, en génisse. Une fois, il s'est métamorphosé en génisse, vous savez, avec Io, là. Hein. Non, mais tel qu'en toi-même, quoi, hein, c'est entendu. Il ne pouvait pas retirer sa parole, hein. Elle a été foudroyée sur le champ. Et cendre au sein de l'orage, elle enfanta Bacchus le sacré. Et oui, Dionysos, Bacchus, le dieu de l'ivresse et de la démesure, et de la collectivité, au dieu d'Apollon, qui est le dieu de l'individualité, bien net. Dionysos est né, n'est-ce pas, des noces de Zeus et de Sémélé mourante et foudroyée. C'est superbe. Celle qui a voulu le voir dans la démesure, telle qu'en lui-même. Voilà. Donc, je reviens à Eros, c'est qui ça? Sa partenaire. Là, je vous guide. Son nom a donné naissance à l'une des sciences humaines les plus connues. La psychologie, allez, je vous ai tout dit. Mais oui, Eros et Psyché, quel couple. Il faut qu'il s'amourache de Psyché. L'âme, ça veut dire. Psyché, c'est l'âme en grec, tout simplement. Traité de psychologie, c'est traité de l'âme. Il y a toujours des interdits. Hein. Elle avait la chance d'être l'amante du dieu de l'amour. Quand même, ça n'arrive pas à tout le monde. Enfin, c'est le rêve des bergères. C'est une bergère. Hein. C'est un Corse qui vous parle. Une bergère, c'est rien. Chez nous, on dit j'ai vu 2 hommes et un berger en Corse. Bon. C'est le bas de l'échelle. Et pas qu'en Corse. Hein. J'ai vécu au Niger, croyez-moi, un berger, c'est en bas. C'est même pas comme l'agriculteur, celui qui peut faire une récolte. Abraham faisait paître ses troupeaux sur une terre sans limite. Abraham vient de l'infini. Bon. Nous sommes tous les enfants d'Abraham, vous savez, les juifs, les musulmans, les chrétiens. C'est important ce que je suis en train de dire. C'est un lieu de rassemblement, Abraham. Ibrahima, comme on dit à Bamako. Donc, la bergère, là, elle est subjuguée. Seulement, voilà, un petit problème, elle ne peut pas s'en vanter auprès de ses copines. Elle a la permission de retourner dans les champs, dans les prés, avec ses anciennes copines bergères, mais elle ne peut pas... Alors, comment il est le mec? Je le vois que la nuit. C'est ça la condition qu'il a posée. Hein, Eros, vous connaissez la mythologie, d'accord? Il ne faut pas chercher à voir qui je suis. Elle pourrait s'en contenter, non? Donc, une nuit, elle n'en peut plus de curiosité, parce que ses copines lui ont dit, ah, si tu dis ça, c'est peut-être qu'il a un nez comme ça, etc. C'est un monstre, on va savoir. Hein? Ouais, elle sème un petit peu là, le doute. Ouais, et une nuit, elle se lève avec une lampe, et pas EDF à l'époque, c'est une lampe à huile. Et elle voit, elle est rassurée. Un jeune homme est d'une telle beauté qu'elle en tremble d'émotion, qu'une goutte d'huile qui tombe et qui les réveille et tout disparaît, elle redevient bergère. Voilà, ben oui, on va voir le beurre, l'argent du beurre. Hein. Voilà, non, c'est pour vous dire, c'est sérieux ce que je suis en train de dire. Supériorité de l'homme sur les dieux. Les dieux s'ennuient, ont besoin de nos femmes, quand ce sont des hommes. Voilà, c'est intéressant, parce qu'il y a la même chose, hein.
Diane s'éprend Actéon, vous savez, le chasseur. Et comme Actéon l'a surprise, elle qui est la déesse, qui déteste qu'on la voie, pas comme Zeus, il ne faut pas la voir telle qu'elle est en elle-même, c'est-à-dire qu'on la voit nue, hein, Diane, la chasteté, la chaste Diane, elle lui fait pousser des cornes de cerf, lui, sur la tête, et il est déchiré par ses chiens. Sévère cette religion-là, la mythologie, hein, et déchiqueté par les chiens de Diane, drôle de déesse. Voilà, ça c'est les dieux. Et Eldari nous dit pourquoi ils ont tellement besoin des mortels. Parce qu'on a un secret qu'ils ne connaissent pas. C'est qu'il y a la finitude, la limite, la mort qui fait que la vie, nous savons nous la valoriser. Mais oui, et oui, et oui. Boire un pot entre copains, c'est déjà pas mal. Quand on voit les dangers qui nous menacent, c'est bien. Voilà, donc, je vous avais dit, empiriquement, la modernité, c'est fin 18e, révolution économique anglaise, révolution industrielle, révolution politique française, les deux. Mais ça, c'est pas une définition conceptuelle, c'est empirique, c'est grossier. Là, aujourd'hui, on arrive au concept de modernité, qui n'est pas lié à une chronologie empirique, qui peut apparaître il y a 5000 ans, et de même qu'il peut y avoir un archaïsme qui se traîne encore dans 2 siècles à venir. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je veux dire que c'est une définition. La modernité, c'est quand l'individu commence à surgir, à apparaître comme tel, le particulier, l'ici et le maintenant, avec ce qu'il a d'unique et de singulier. Là, j'ajoute à particulier le singulier. Parce que dans particulier, ça peut être encore un exemplaire, n'est-ce pas, au milieu dans une série, mais enfin, où rien ne le distingue de ceux qui sont à côté, comme, je sais pas, moi, 50 pièces de 10 centimes d'euros qui viennent de sortir de l'usine, qui les a fabriquées. Bon, c'est pas vraiment l'individu, chacune des pièces, hein. Tandis que le singulier, là, ce qui fait que, quand on lit un roman, on s'intéresse aux personnages, chacun, parce qu'on les voit, on a vu leur parcours, et c'est ce parcours dans le temps qui fait qu'ils sont uniques, que vous et moi, chacun, on est unique. C'est pas à cause d'une origine, ni non plus à cause de la fin, mais du parcours qui se déploie entre l'origine et la fin. N'est-ce pas? Regardez, prenez 2 fleuves, si vous voulez, à une comparaison. 2 cours d'eau. Ça peut être un petit cours d'eau d'Orietou, un petit pissou, 10 km, n'est-ce pas, qui est à peine, comme il y en a souvent en Corse, à peine sorti, jailli de la montagne, parce que la pente est comme ça chez nous, il est déjà arrivé à la mer, il fait une belle plage d'ailleurs, parce que la pente est forte. Ou l'Amazone, n'est-ce pas, qui fait 300 km à l'embouchure, vous vous rendez compte? Ils sont tous pareils à l'origine, les fleuves, quand vous remontez à la source, hein. Ça s'appelle un cône de réception en géographie. Quand on veut remonter à la source, on croit qu'on va arriver à un endroit où ça y est, le fleuve surgit. Non, ça n'arrive jamais. Il y a ce qu'on appelle chez les philosophes un toujours déjà complexe. C'est jamais simple l'origine. On arrive à un seuil, je veux dire, vous savez, hein, dans la montagne, où il y a un petit rue ici, un petit filet d'eau là, et c'est quand ils se réunissent que ça commence à faire un cours d'eau. Hein, selon la fonte des neiges, ça coule un peu de tous les côtés, y compris entre les jambes. Ils ressemblent tous, les fleuves, à l'origine. C'est pas là qu'ils se distinguent, qu'ils sont individus. C'est pas là que l'Amazone se distingue du Var, par exemple. Et à l'embouchure, bon, il y a une différence, je l'ai dit, hein, de taille, hein, entre l'embouchure de l'Amazone, qui n'est pas la plus large, il y a le Rio de la Plata, un peu plus au sud en Argentine, n'est-ce pas, qui est encore plus large, qui est d'ailleurs Rio del Mar, hein, il appelle une mer. Les Argentins, comme les Uruguayens qui sont de l'autre côté. Mais c'est une différence quantitative, c'est pas très important, c'est pas, ça ne les distingue pas en nature. Il y a rien. Les embouchures sont un peu toutes les mêmes, c'est un peu marécageux, il y a des méandres, parce que le fleuve n'est plus en hauteur, il est en plat, donc il va un peu dans tous les sens, il fait des marais. Bon, voilà. Mais ce qui est unique pour chaque fleuve, c'est que leur cours, leur méandre, leur tracé précis, aucun n'est substituable à l'autre. On ne peut pas, en les superposant, n'est-ce pas, faire épouser le profil de l'un par l'autre. Voilà, c'est ça la différence. C'est notre parcours. Il y a une dimension temporelle chez l'homme, voilà ce que je veux dire. Il y a une histoire. C'est pas la géographie qui fait l'homme seulement. La géographie physique, je parle de géographie humaine, oui. Voilà. Il y a une dimension historique constitutive de l'homme. Il n'y a pas l'homme d'abord qui produit une histoire après. C'est l'histoire qui constitue l'homme, sans laquelle il n'y aurait pas d'homme. Rousseau lui-même, n'est-ce pas, qu'on prend souvent pour le naturaliste, dit dans le contrat social que, avant de passage à l'état civil, l'homme est un animal stupide et borné, et il devient un être intelligent et un homme, je cite Rousseau, hein, que dans le passage à l'état civil. Et Rousseau réintroduit l'histoire quand il parle des esclaves, en se révoltant contre Aristote qui avait dit, Aristote est un des plus immenses esprits de tous les temps, mais enfin c'était un grec de son époque, faut pas non plus,
les préjugés de son époque. Aristote avait dit il y a des hommes nés pour commander, des hommes nés pour obéir. Il y a des natures, naître, naissance, nature, c'est lié tout ça. Hein. Par naissance, il y en a qui sont serviles, et par naissance, il y en a qui sont faits pour commander. Voilà. Et Aristote, c'était très, très répandu à son époque. Il y en a encore beaucoup qui le pensent maintenant. Il y en a qui en sont encore à 2000 ans en arrière. Hein. C'est leur problème, c'est pas le mien. J'espère que c'est pas le vôtre. Donc, et Rousseau a dit cette phrase admirable. Aristote avait raison, mais il prenait les faits pour la cause. Alors, je le cite un mot pour mot dans le contrat social, dans la première partie, dans le livre 1 du chapitre 1. Mais il prenait les faits pour la cause. Les hommes perdent tout dans leur faire jusqu'au désir d'en sortir. Et s'il y a des esclaves, par nature, c'est qu'il y a eu à l'origine des esclaves contre nature. Il réintroduit l'histoire. C'est vrai qu'il y a des natures serviles à la fin, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle maintenant, c'est redevenu à la mode grâce à l'admirable texte de la Boétie, la servitude volontaire, n'est-ce pas? Vous voyez bien, on finit par s'y habituer à sa servitude, n'est-ce pas? C'est tellement plus simple de toujours servir le même maître. Hein, vaut mieux un tien que deux tu l'auras, n'est-ce pas? Oui, vous savez, vous connaissez ce genre de sagesse-là. Donc, en restituant le temps, mon image des fleuves, j'y tiens, n'est-ce pas? On ne peut pas superposer deux cours d'eau. Même un qui fait 10 kilomètres, il a ses méandres, ses hésitations, ces trucs, c'est notre destin à chacun. Aimer ce que jamais on ne verra deux fois, disait Vigny dans un très beau poème. Aimer ce que jamais on ne verra deux fois. La vraie singularité, elle est là. C'est ça la modernité. C'est la prise de conscience de ce qu'il y a d'unique dans chaque individu. C'est le contraire du totalitaire, là. Vous voyez bien. C'est le contraire de l'appartenance collective, mais au prix de gommer tout ce qu'il y a de proprement individuel. C'est difficile, la modernité. Il faut être à la fois collectif, car l'homme est zoon politikon, grande citation d'Aristote, l'homme est un animal social, animal politique, animal social, animal qui vit en société. C'est rigoureux comme manière de parler d'Aristote. Vous me direz, les abeilles aussi, elles vivent en société, qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais moi chez l'homme, c'est essentiel. Je suis en logique là. Il est essentiel pour un triangle que la somme de ses angles fasse 180 degrés. Ça, c'est pas accidentel. Il est accidentel qu'un triangle soit rectangle, parce qu'un triangle peut être un triangle sans être rectangle. Ça fait pas partie de son essence, ça, l'orthogonalité. Mais la somme des angles qui fait 180 degrés, ça, c'est tous les triangles. C'est ça, l'essence par rapport à l'accident. En logique. C'est précieux, ces outils-là. Eh bien, la différence entre l'homme et l'abeille, n'est-ce pas? Outre celle qu'avait vue Marx, vous connaissez la fameuse phrase de Marx sur la différence entre l'homme et l'abeille? Ce qui différencie tout de suite l'architecte le plus maladroit de l'abeille la plus habile, c'est que l'architecte a sa maison dans la tête avant de la produire dans la réalité. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, que l'animal est une espèce d'éternité permanente, d'instantané, n'est-ce pas? Quand l'abeille fait sa cellule, impeccable, c'est superbe. Hein? Hexagonale ou octogonale. Et il faut avoir vu des guêpes maçonnes comme j'en ai vu en Afrique. Et les oiseaux tisserands. Vous avez déjà vu des nids d'oiseaux tisserands? Regardez sur Google Images. Il y en a qui s'en servent comme lampe en Afrique, c'est splendide. Ce que font les oiseaux, tu te rappelles? Ils font un vacarme, un raffut. Ils étaient nigés ensemble, avec sa chambre. Et oui, c'est un programme informatique qui se déroule, là, l'oiseau. C'est observé par un grand entomologiste. Et je vous cite d'ailleurs, il est très connu, c'est Fabre, n'est-ce pas, qui a laissé toute une œuvre d'entomologiste à la fin du XIXe siècle, qui a étudié les insectes toute sa vie, Henri Fabre. Il avait étudié le calicodome des murailles. C'est justement une guêpe maçonne. Je ne m'égare pas, je suis en train d'illustrer que l'animal, alors qu'on croit qu'il fait des tâches comme nous, très organisées, sachant ce qu'il veut, est en fait en train de dérouler un programme et que sa volonté n'y est pour rien. Voilà ce que je suis en train d'illustrer, à travers Fabre. Moi, je ne suis pas spécialiste, lui, oui. Et il observe le calicodome des murailles, donc cette espèce de guêpe qui fabrique sa cellule, là, et il observe comment elle emmagasine sa nourriture, ses provisions. Et elle dit, je remarque qu'elle le fait en deux temps. En un premier temps, elle dégorge son jabot, pas où elle a accumulé la nourriture en butin. Et enfin, deuxième temps, elle ressort à rebrousse-poil, je ne sais pas ce qu'il faut dire, oui, les poils, hein, sur les insectes, en ébouriffant ses ailes pour en faire tomber, je cite, la charge pollinique. Après l'avoir eu fait ces deux temps plusieurs fois, il la bloque entre les deux temps avec un petit bâtonnet, un petit bout de paille. Il la bloque. Elle vient de dégorger son jabot et avant qu'elle ébouriffe ses ailes, il la bloque. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne immédiatement au fond de la cellule, il n'y a pas un hiatus, il n'y a pas une hésitation. Elle redégorge son jabot qui est vide.
Un acte complètement inutile. Si elle pensait une fraction de seconde, elle ne le ferait pas. Vous avez déjà vu des femmes puiser toute la journée dans un puits où il n'y a pas d'eau? Qui est fou, comme on dit à Abidjan, hein? Ça n'existe pas, ça. Ça veut dire que ça ne pense pas. On pourrait croire qu'elle est en train de penser. Oui, ça ne pense pas. C'est un acte automatique, c'est programmé. Et si on l'interrompt, il faut qu'elle refasse le programme dès le début. Voilà, je rappelle comme ça. Donc, homme, animal politique, qui vit en société. Et le problème, c'est celui-là. Le problème que la modernité n'a toujours pas résolu. Comment on peut souscrire à notre politicité fondamentale sans sacrifier ce que nous avons chacun d'unique? C'est ça, la problématique de la modernité. Je n'ai pas la solution, mais si on ne pose pas le problème, si on sacrifie l'un des termes du problème à l'autre, on est foutu. Si on sacrifie tout au collectif ou au contraire tout à l'individu, qui n'est même plus l'individu à ce moment-là, qui n'est que le singulier. Vous avez vu des documentaires où il y a 400 000 grenouilles qui s'accouplent. Ça se voit quelquefois, il y a des grandes réunions comme ça, avec de la baffe de tous les côtés. Excusez-moi, c'est un peu obscène ce que je dis, mais l'individu là-dedans. Ça ne mérite pas le statut d'individu, c'est superbe l'individu. Pour les amateurs d'abstraction et de rigueur, je rappelle dans les principes de la philosophie de droit qu'un admirable passage où Hegel dit que l'individu, c'est le particulier réfléchi sur lui-même et par là élevé à l'universalité. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes tous des particuliers au départ. Nous sommes tous des choses uniques, ce que j'étais en train de dire. Et s'il n'y avait que ça, je ne serais pas en train de parler et vous ne seriez pas en train de m'entendre. Car ce qui est propre ne peut pas être commun. Ça, on l'a appris à l'école primaire. Non propre, non commun. C'est une de nos premières distinctions scolaires, oui ou non? S'il n'y avait que des choses qui sont absolument particulières à chacun d'entre nous, on ne pourrait jamais communiquer. Regardez bien, il suffit de lire. C'est écrit dedans. Dans communication, il y a commun. Il ne peut pas y avoir de communication s'il n'y a pas quelque chose qui transcende la singularité. Ne serait-ce que le code qui nous est commun en ce moment, qui est la langue française, par exemple, qui nous est commune, par exemple. Ce code nous est commun, par exemple. Pas seulement aux Français, hein, à la francophonie. Je vous dirais même que si la francophonie reste vivante, c'est à cause de peuples qui ne sont pas dans l'Hexagone, hein, et qui font plus de petits que nous. Heureusement pour la langue française. Je pense au sud du Sahara, où il y a un taux de natalité qui bat tous les records, n'est-ce pas, en particulier au Niger, justement, qui est le record mondial du taux de natalité. Ça en fait des petits francophones. Voilà, je rends hommage au passage à ces instituteurs, n'est-ce pas, qu'aucun inspecteur ne voit jamais au fond de la brousse, dans une chaleur suffocante, et qui enseignent dans notre langue, n'est-ce pas, l'écriture, le calcul, etc. Je rends hommage au passage. Tout le monde s'en fout d'eux. Et surtout les pontes de la francophonie. Alors, on n'est pas dans les francopholies, là. Si on communique, c'est que nous avons quelque chose de commun. Voilà, je voudrais développer ça la prochaine fois, mais il nous reste un peu plus d'un quart d'heure, et je voudrais bien vous passer la parole pour des questions, quitte à continuer à y répondre la prochaine fois, mais sur ce que nous venons de voir. Hein. Et ce texte, je crois que vous avez tous vu, bien sûr, qui pose le problème de la communication, mais il la pose comme seule la modernité pouvait le poser, et je suis content d'avoir pu relier les deux problématiques, penser notre horizon historique, et le penser à travers un effort pour redonner un sens plus pur au mot de la tribu, un effort que je ne peux pas faire tout seul, par définition, c'est un jeu collectif, que nous ne pouvons faire qu'ensemble. Donc je vous rends la parole. Sur quelques passages que ce soit, oui. Non, moi je voulais juste, j'ai l'impression que tu as parlé de deux choses que dans le poème du coup que j'arrive pas à relier, c'est le fait qu'on passe de la volupté au malheur et le fait que ça parle du langage, et comment relier en fait ces deux thèmes. Et oui, c'est vrai que je n'ai pas résolu, hein. Absolument. Mais j'ai d'accord qu'il y a une énigme. Oui. Voilà. Ben, c'est déjà bien, c'est ça l'essentiel. Le problème est posé. Je te réponds rapidement, un peu dogmatiquement, vu le temps qui nous reste. Donc on pourra le creuser. Je vais dire, je pourrais les démonstrations, mais j'ouvre les pistes. J'y ai pas réfléchi seulement depuis ce soir, à ta question, tu t'en doutes bien. Et c'est lié un petit peu à tout mon propos que je viens d'essayer de dérouler.
plus une société est archaïque, substantielle, sans aucune péjorativité, hein, nous ne serions pas là sans ces sociétés archaïques. Nous ne serions pas là sans les silex éclatés. Hein. C'est magnifique, c'est commencé comme ça. Les chemins de la praxis. Et oui, de la massue des hommes préhistoriques à l'accélérateur de particules, quelle histoire, celle de l'outil, de la force productive. Quelle histoire. Qui a fait ce que nous sommes, n'est-ce pas? Il est évident que plus j'ai les moyens de prendre de la distance avec la menace des origines, la mort, la maladie, le froid, le chaud, les bêtes sauvages. Je prends un exemple, les Inuits. On a remarqué, pour ceux qui les étudient, qu'ils ont deux mythologies, une pour l'hiver et une pour l'été. Vous vous doutez bien que il y en a une qui est plus collectiviste et l'autre qui est plus individualiste. Il y en a une où on raconte l'histoire des héros, des pêcheurs de phoques, comme ça tout seuls, sur une embarcation, et d'autres qui sont plus collectives. Vous vous doutez bien que la plus collective, c'est celle qui se font l'hiver. On a besoin un petit peu d'une solidarité, n'est-ce pas? Et plus individualiste quand on se sent un peu moins en danger. C'est la voie qui mène à une réponse à ta question. En gros, je veux dire par là que Baudelaire appartient aux premiers effets de la société industrielle. Il y a un très beau poème dans les tableaux parisiens qui n'a aucun rapport avec celui-là. Je vous le recommande parce que vous verrez qu'il est souvent très heureux. Hein. Il ne faut pas croire qu'il est toujours comme ça, comme le blessé. Encore une fois, c'est notre condition qu'il rappelle. Et il dit, c'est une fenêtre où il parle du spectacle de Paris vu de sa fenêtre. Et il dit, je vois les fleuves de charbon monter au firmament. Ça ferait hurler aujourd'hui. Hein. Les fleuves avec ça. Hein. Paris était beaucoup plus noir que maintenant, contrairement à ce qu'on pense. Quand on chauffait au charbon de bois. Passons. Voilà. Donc, il vit les premiers moments de la société industrielle, d'accord, dans lequel l'individu peut s'affirmer d'une manière plus libre, moins soumis aux rideaux qui se ferment, qui se lèvent, n'est-ce pas? Il est évident que dans un petit village de Corse, je veux dire, si je parle avec une fille sur la place du village, toutes les fenêtres regardent, les grands-mères, qui c'est celui-là, etc., d'où elle vient, vous voyez, à la ville, qu'est-ce que vous... Hein, ça explique beaucoup les grandes migrations des campagnes à la ville. Il y a l'emploi, bien sûr. Mais il y a aussi ça, c'est qu'il y a plus de liberté. On n'est pas là à m'emmerder comme dans la vieille société substantielle, je dois toujours rendre des comptes tout le temps à la collectivité. Vous voyez, c'est plus totalitaire la société traditionnelle, ce qui est normal. On doit à la société le fait qu'elle nous fasse survivre tout de même. Hein. Je ne suis pas en train de faire des jugements de valeur. Je ne suis pas en train de dire les anciens sont d'affreux tyrans totalitaires. Non, ils avaient des raisons d'être comme ça. Le réel est rationnel, hein, pour reprendre une phrase célèbre. Il y a des raisons pour que ce soit comme ça. Et comment est-ce que, dans l'admirable préface à l'esprit de White, un des premiers à voir ça sociologiquement, on dirait aujourd'hui, quand il dit « Quand je me suis mis à examiner les hommes, j'ai cru qu'ils n'étaient pas uniquement guidés par leur fantaisie. » Il y a des raisons pour lesquelles les hommes agissent comme ceci d'abord, puis à notre époque comme cela. Donc voilà, plus la période est industrielle, donc développée, et déjà Baudelaire fait des affirmations un peu scandaleuses, du point de vue des mœurs et tout, qu'on ne pouvait pas faire dans la société traditionnelle, précisément, ou alors en catimini, les auteurs libertins, un peu sous le manteau. D'accord? La preuve, c'est qu'il a eu un procès, hein, vous savez, procès pour obscénité, vous vous rendez compte, alors que sur les boulevards, on trouvait toutes les obscénités sans avoir la beauté de Baudelaire. Bon, c'est un autre dossier. Mais c'est une des premières expressions de la société civile, on dirait aujourd'hui moderne, tout simplement. Donc, il subit la contrepartie, c'est des angoisses qu'il ne pouvait pas y avoir dans le monde traditionnel. Là, je réponds à ta question. Il faut voir ce que c'est qu'un deuil en Afrique noire, en Afrique subsaharienne, si vous voulez parler politiquement correct. Il faut voir ce que c'est qu'un deuil. Maintenant, en psychiatrie, on connaît très bien le lien qu'il y a entre dépression et deuil. C'est souvent consécutif, pas à la perte. Quel rapport? Je vous le dis tout de suite. On est seul un petit peu devant le deuil dans notre société. Dans un village, n'est-ce pas, du fond du Togo ou de la Côte d'Ivoire, je dis le fond exprès pour ne pas dire à la capitale, où il y a déjà plutôt les symptômes qui nous ressemblent, où il y a déjà plus d'individualité, de quant à soi, où il n'y a plus la famille, mais le ménage, papa, maman et les enfants dans un F4, hein, vous voyez, c'est déjà différent. C'est pas la famille traditionnelle. Eh bien, quand il y a un deuil, tout le village est en deuil avec la personne qui a perdu quelqu'un. On vient pleurer avec elle. Chez moi encore, il y a encore des pleureuses, vous savez, ça me vient du Maghreb, d'une vieille tradition arabe, n'est-ce pas? Des professionnels qui viennent s'arracher les cheveux et pleurer comme ça,
devant le lit du défunt. Pas après, elle baille un peu, comme ceux qui font aller rebooter. Puis ça va mieux, puis elle demande un café, après c'est fini. C'est comme ça en Afrique. Ce qui fait qu'il n'y a pas la dépression. C'est terrible, tout le village est en deuil, etc., se lamente. Puis après, chacun va à ses occupations. Vous avez un admirable documentaire là-dessus de Rouch, vous savez, le cinéaste qui a consacré pas mal de films à l'Afrique, qui s'appelle Les Maîtres Fous. Je vous le recommande parce que c'est un document saisissant. Extraordinaire, c'est célèbre, je veux dire, pour ceux qui connaissent l'Afrique. Les Maîtres Fous. On voit des cérémonies comme ça qui se passent au Ghana, qui sont saisissantes. Bon, bref. Donc voilà, ça répond à ta question. Dans ces sociétés traditionnelles, j'échappe à... C'est dépressif, là, un peu l'air, c'est clair. Mais c'est parce que il a fallu attendre le monde moderne pour que l'individu voit quelle est la condition de l'homme, pour que l'homme commence à apparaître, la condition humaine, dans toutes ses implications. Je suis un animal qui sait qu'il va mourir. Pascal disait que ça gâche le paysage. Quand je me suis mis à examiner les hommes dans les pensées, chapitre divertissement, je me suis aperçu que tout le malheur des hommes vient du fait qu'ils ne savent point rester en repos dans une chambre. Pascal est le premier qui définit toute l'action humaine, non pas par la carotte qui est devant moi et que je poursuis, comme le font encore les sciences cognitives, stimulus, réflexe, phéromone et autres délires. C'est des délires rigoureux, mais qui passent à côté de l'homme, complètement, de ce qui est spécifiquement humain, je veux dire. Parce que par ailleurs, on est animal, pour plein de choses. Quand je dis GR, c'est pas spécialement anthropologique. Mais, les heures où je le fais, oui. Ce qui est important, c'est ça. Il faut attendre le monde moderne pour que la condition de l'homme apparaisse. Elle était un peu masquée auparavant par le fantasme collectif qui nous protégeait contre la condition humaine. Donc Pascal il dit, pour la première fois, il explique les comportements humains, l'action humaine, le behavior, comme on dit chez les anglo-saxons, le behaviorisme, psychologie expérimentale, non pas par la carotte ou le stimulus qui est devant moi que je poursuis, mais par quelque chose qui est dans mon dos et que je fuis. L'homme ne peut pas rester semi-repos dans une chambre parce que s'il est tout seul, il va penser à la mort, il le dit, parce qu'à tout ça, il va être inconsolable. Il dit, les rois, leur grand avantage sur nous, c'est qu'ils sont entourés de gens qui passent leur temps à les divertir, à leur faire penser à autre chose. C'est pour ça qu'ils sont plus heureux que nous. C'est pas parce qu'ils se portent mieux, c'est parce ils ont plus accès au divertissement que nous. C'est pourquoi ce qui est scandaleux aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est qu'il y a des gens que la misère matérielle condamne encore à être non seulement sans divertissement, mais devant l'abandon et la déréliction. Ça, c'est un scandale moderne. Merci pour ta question, mais je crois que j'ai ouvert une piste pour la réponse. Il fallait attendre le monde moderne pour que la condition humaine apparaisse, et avec elle, des angoisses. C'est moins grave que nos anciens. Nos anciens, quand ils luttaient contre la grande peste, ce n'était pas seulement des angoisses fantasmatiques. Voilà, oui. Mais justement, dans la continuité de ce que tu décris, moi j'ai une question, parce que j'entends bien, mais certes, les sociétés antiques, etc., c'est par rapport à la modernité... Je t'interromps juste pour les philosophes qui veulent parler rigoureusement, on est là pour ça, après tout, les sociétés substantielles. C'est un conseil d'amis. Qu'est-ce qui fait leur caractère substantiel? Parce que d'un point de vue matériel, même la société grecque, c'est un progrès, il y a une organisation, donc il y a même du progrès technologique, technique. Donc du coup... scientifique. Voilà, qu'est-ce qui fait le basculement? Parce qu'il y a les conditions matérielles, mais ça ne semble pas être l'élément totalement déterminant, puisque les conditions matérielles ont progressé depuis très longtemps. Donc c'est ça que... Je ne sais pas s'il n'y a peut-être pas de réponse. Il faut que je m'accroche parce que vous posez de bonnes questions. C'est dur. Oui, c'est les vraies questions, c'est bien. C'est que... Tu prends l'exemple des Grecs, c'est bien. 20% d'hommes libres par rapport à 80% d'esclaves, à peu près. C'est la proportion, en moyenne. Donc tant que je suis dans le monde des maîtres, qui sont un peu comme les dieux dont je parlais tout à l'heure, qui vivent dans une espèce d'éternité, le problème, la fatigue, le machin, la maladie, ça c'est pour l'esclave. C'est intéressant ce que je suis en train de dire. Je peux différer la prise de conscience du malheur de la condition humaine. Je peux échapper à l'angoisse, tu vois ce que je veux dire. Donc il faut attendre le monde moderne pour qu'apparaisse, je vais te répondre simplement, ce que nous sommes tous, les classes moyennes. Il faut attendre la Révolution française. Hugo disait « J'ai mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire français ». Je ne parle plus la langue de Racine aristocratique, ça veut dire. J'ai mis un bonnet rouge et j'ai popularisé. Qu'est-ce que je suis en train de dire?
Je suis en train de dire que le confort dont nous jouissons là, dans notre monde bourgeois, pas au sens péjoratif, mais au sens strictement économique, c'est-à-dire ni, n'est-ce pas, le monde des dieux, où vivait l'aristocratie dans l'Ancien Régime, ou les citoyens grecs, n'est-ce pas, libres, par rapport aux esclaves, ni non plus ceux qui sont dans la détresse et la déréliction, et qui aux Indes sont en train de louer leurs enfants en esclavage pour payer leurs dettes. La plupart d'entre nous, modernes, sommes entre les deux. Et dans ce milieu où tout se confond, je reviens à la confusion, ce milieu où la confusion est a le plus de chances d'être récurrente. Allez, je ne peux pas m'empêcher, je vous lis un poème de Taline, c'est une seule phrase, je vous rassure, où il part du langage, n'est-ce pas? Et qui répond bien à ta question, mais en des huttes habite l'homme. Et oui, l'homme habite dans des huttes. Les huttes, c'est là où on se cache. Il est en train de parler de ce qu'on refoule, du savoir justement qu'on refoule, qu'on a longtemps refoulé, parce qu'on avait les moyens de le refouler. Bon, je vous fais un petit commentaire en voix off rapidement, pour faire gagner du temps. Mais en des huttes habite l'homme et cache dans un honteux vêtement, car il est plus intime, plus précautionneux aussi, et qu'il conserve l'esprit, comme la prêtresse, la flamme sainte. Vous savez, les vestales qui entretenaient le feu, là. Hein. Le savoir, hein, on le tient en nous, on ne le divulgue pas. Et c'est pourquoi il a la liberté, la toute-puissance, écoutez bien, de manquer comme d'accomplir le plus périlleux des biens, la parole à l'homme donné. Ça a été dit en 1801, ça. Hein. Le plus périlleux des biens, la parole à l'homme donné. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'on est dans le milieu. Le milieu, c'est ce qu'il y a de meilleur et de pire. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi au milieu? La langue que je suis en train de parler. L'intermédiaire, la médiation, les médias. Ça veut dire milieu, tout ça. C'est comme le moyeu d'une roue, c'est le même radical, tout ça. C'est le médium, c'est ce qui est au milieu. L'argent. Le meilleur et le pire. La langue et l'argent, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le langage et la monnaie, les deux grandes formes d'échange entre les hommes. L'échange, c'est ce qu'il y a au milieu. Les deux extrêmes, c'est moi maintenant et toi. L'émetteur et le récepteur qui peuvent s'inverser tout le temps, bien sûr. Entre les deux, il y a le médium. C'est le meilleur et le pire. Et 2000 ans avant notre ère, Ésope, cet homme fabuleux, au sens strict, parce que c'est le fabuliste de l'Antiquité, dont La Fontaine s'est beaucoup inspiré pour ses femmes, n'est-ce pas? Ésope avait dit la langue est la meilleure et la pire des choses. Alors lui, il le banalisait un peu en disant c'est la meilleure, parce que la langue, c'est l'éducation, c'est la transmission, c'est ceci, c'est cela, et c'est la pire, parce que c'est la calomnie, c'est le mensonge, vous voyez. Là, je réponds un peu à ta question. Il a fallu attendre des classes moyennes, vous voyez la continuité de ce que je dis, pour que le meilleur et le pire soient envisageables. Ça dépend de ce que nous en faisons. Car nous sommes des orphelins de l'histoire. Nous n'avons plus, comme avant, la société substantielle avait une religion qui n'avait plus qu'à suivre et des choses à appliquer. On te coupe la main quand tu es voleur, et puis voilà, c'est le code d'Hammurabi, ou bien il y a les 10 commandements, ou bien tu vas te confesser. Voilà, il y avait des formes de purgatives, un éclat. La liberté a sa contrepartie. Sa contrepartie, c'est l'accomplissement ou la déréliction, comme on le voit ici à la fin du poème de la cloche fêlée. Mais il fallait attendre pour ça ces classes moyennes, qui sont au milieu. On a un peu esquissé la réponse à cette question, mais un peu, donc c'est bien de la reposer. Je disais que c'était lié au progrès matériel. Que l'individu a d'autant plus de chances d'apparaître que la collectivité donne plus de moyens que la génération d'avant de se passer de la collectivité. Je peux vivre sur une île déserte avec Internet, avec un groupe électrogène. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que c'est intenable pour quelqu'un de l'ancienne société de vivre seul sur une île déserte. C'est affreux. C'est la mort assurée. Tandis que là, c'est possible. Regardez Robinson. Je réponds à votre question. Les premières pages de Robinson Crusoe, c'est un travail harassant. Je parle de la version originale de Defoe, hein, pas raccourci pour les enfants. À la nage, tout ce qu'il fait pour aller au bateau, le naufrage qu'il a jeté sur cette île, quoi faire? Arracher tout ce qu'il peut comme outil, comme matos, on dirait aujourd'hui, n'est-ce pas? Sextant,
calendrier, longue vue, hein, parce qu'elle arrive au sommet de l'île, il regarde un peu, il voit qu'elle est un peu encore plus petite qu'il ne pensait. Donc, je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire qu'on croit que Robinson Crusoe, c'est le destin de l'homme dans la nature. Mais non, il n'est pas dans la nature. Il est un homme qui profite du plus haut niveau de la technologie humaine de l'époque, la technologie anglaise. C'est comme si... Je réponds un peu à votre question. Oui. Il faut que la société m'ait donné le moyen de prendre des distances avec la société. C'est ça, le progrès dans la liberté. C'est ça qui fait que je ne suis plus obligé d'être comme ça devant le groupe. Ben oui, c'est mieux, c'est un progrès. Mais en même temps, il faut en avoir les moyens et la possibilité. Je trouve donc scandaleux, et c'est ça votre réponse, votre question me donne l'occasion de le préciser. Je trouve scandaleux le procès qu'on fait à ceux qui ont des femmes voilées. Je parle pas. Je suis pour que toutes les femmes soient dévoilées. Vous inquiétez pas, hein, qu'il n'y ait pas de contresens. Mais je veux dire par ceux qui font ce procès-là, tout en disant ça n'a rien à voir avec l'économie, c'est le fascisme vert, le fascisme islamique, hein, sous-entendu. C'était à l'époque de l'Afghanistan, c'est Bernard-Henri Lévy qui avait sorti cette énormité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis anti-marxiste, je suis Bernard-Henri Lévy, donc on s'en fout du programme matériel des Afghans, il faut qu'ils restent dans leur misère, mais qu'ils dévoilent leurs femmes. C'est quand même fantastique. Moi, je dis que si nos femmes à nous sont dévoilées, c'est parce qu'il y a belle lurette, n'est-ce pas, qu'il y a des femmes qui gagnent 3 fois plus que le mec et qui drivent le ménage. Et celles-là vont pas se dévoiler, croyez-moi. Hein. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a des sociétés entières qui vivent au rythme de la loi substantielle et archaïque. Je crois que je suis précis, là. Précisément parce qu'il n'y a pas les moyens de faire autrement. Il suffit que la richesse augmente et surtout soit mieux distribuée, les citoyens grecs, les esclaves. Hein, là, je réponds de nouveau à ta question à toi. Hein, et qu'elle soit mieux distribuée, qu'il y ait plus de gens dans ce que j'ai appelé les couches moyennes. Et moins dans les extrêmes, et les femmes sont dévoilées automatiquement. Donc si vous voulez qu'elles se dévoilent, donnez-leur le progrès social et économique, et on n'en parlera plus. Mais quand ce sont les mêmes qui leur interdisent le progrès social, parce que ce serait totalitaire, bien sûr, et bassement matérialiste, et qui en même temps veut qu'elles soient dévoilées, ça veut dire qu'il faut tout leur prendre aux mecs, quoi, y compris leurs femmes. Ça suffit, hein. Voilà ma réponse. Ce qui compte, c'est cette histoire de couche moyenne. J'illustre votre propos. Le féminisme contemporain. Il y avait un féminisme au XVIIe, au XVIIIe siècle, que Molière, contre lequel Molière prend ombrage quand il écrit Les femmes savantes. Il est furieux quelque part, Molière. C'est pas son côté plus progressiste, hein. C'est-à-dire les femmes qui se mêlent d'astronomie et quoi encore, n'est-ce pas? Je consens qu'une femme ait des clartés de tout, mais je ne lui veux point la passion choquante de se rendre savante afin d'être savante, etc., etc. Bref. Et or, un gros plus tard qu'à mettre à mes rabats, ça veut dire à mes chaussettes, on devrait brûler tout ce meuble inutile et laisser la science au docteur de la ville. Je suis en train de dire quoi? Que le féminisme était réservé à une élite, vous avez raison. Donc le progrès, vous voyez bien que l'égalité est inséparable de la liberté. Vous venez de nous faire découvrir grâce à votre question. Mais bien sûr, c'est vous qui avez parlé d'inégalité, c'est pas moi, bravo. Elle n'est pas tout à fait idiote, la République, avec sa devise. S'il n'y a pas l'égalité, il n'y a pas la liberté. S'il y a la liberté que pour quelques-uns, le monde va à sa perte. Parce que les esclaves, je veux dire, sont plus nombreux, vont finir par se révolter. Vous savez, Crassus, à lui tout seul, à Rome, avait 10 000 esclaves. Comment voulez-vous qu'ils tiennent le coup, à la longue? Avec quelques Spartacus qui rôdent. Oui, pardon. Oui, en fait, c'est ça la question. Est-ce qu'on ne gagne pas en modernité et en individualité quand on gagne en égalité politique et économique? C'est indissociable. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il faut que la prospérité soit partagée. Si elle reste dans les mains que de quelques-uns, n'est-ce pas, on reste dans la société substantielle. On n'en sort pas. Tout à fait. Dans la société où il y a des dieux, des aristocrates, des brahmanes, hein, comme on dit dans les castes aux Indes, voilà. Hein, et des intouchables. Voilà. Je suis bien d'accord avec vos interventions, mais je ne voudrais pas que ça nous fasse oublier que cette accession à l'individualité, qui est encore une fois emblématique de l'essence de la modernité, qui est le destin de toute modernité digne de ce nom, va de pair avec aussi de nouvelles angoisses et de nouveaux périls. Je ne parle pas de périls économiques et politiques, là. Je parle des périls dont nous parle Baudelaire.
je voudrais conclure quand même sur le texte. C'est qu'il y a des angoisses pour lesquelles il n'y a pas les solutions toutes faites qu'il y avait avant, n'est-ce pas, pour glisser sur elles et glisser vers l'au-delà, comme dit Hegel dans un passage admirable, n'est-ce pas, dans des mythes ou ce que Nietzsche appelle des arrière-mondes, n'est-ce pas, voilà. Hein, je ne voudrais pas qu'on oublie ça. Être individu, c'est aussi assumer un certain malheur moderne. Mais c'est une bonne nouvelle, parce qu'un malheur partagé collectivement, c'est moins un malheur, croyez-moi, que celui qui est abandonné seul dans la déréliction. Voilà ma conclusion. Donc on a besoin de mutuelle reconnaissance. Merci de votre présence.